Mais c'est une espèce de fumée blanche qui rentre dans les narines et qui arrache littéralement. J'ai brûlé des chaussettes en laine et en polyéthylène. Alors en laine, les chaussettes, elles commencent à bouillir, ça fait une espèce de croûte, ça sent un peu les poils cramés. Mais ceux en plastique, c'est plus intéressant. Les chaussettes en plastique, quand on les met en feu, elles deviennent toutes petites et se liquéfient avant de brûler avec une belle flamme orange. J'ai brûlé des poils de chat, des portes de placard, des câbles électriques, des souris mortes, des téléviseurs, des matelas, des prises électriques et des Playmobil. Et je sais comment brûlent les choses. Si on a du temps, après, je peux vous expliquer comment brûler un pneu de tracteur sans se faire voir. Alors, mais revenons au laboratoire, parce que on a travaillé avec Gaël Uzu, que vous allez rencontrer tout à l'heure. Il nous a expliqué que son laboratoire, le Chianti, je vais vous dire tout à l'heure ce que ça veut dire. Le Chianti, ça veut dire chimie atmosphérique, neige, transfert et impact. Le Chianti, c'est une équipe qui fait partie de l'IGE, l'Institut de géosciences et de l'environnement de Grenoble, qui fait partie lui-même de l'OSUG, l'Observatoire des sciences de l'univers de Grenoble, lui-même faisant partie du DISCO, ça veut dire dynamique interne et des surfaces des continents, mais aussi de l'INSU, l'Institut national des sciences de l'univers, qui fait partie de l'UGA, l'Université de Grenoble, lui-même faisant partie de l'IRD, Institut de la recherche et du développement, et du CNRS, tout cela faisant partie du ministère de la Recherche, et tout cela fait partie de l'UO, l'univers observable, dont nous faisons partie, et ce laboratoire également. Alors, ils sont capables de détecter la moindre substance qui se trouve dans l'air, toutes les particules, tout ce qui vit dans l'atmosphère. Et Gaël m'a expliqué, elle saurait détecter avec les appareils, les filtres, tout ce que j'ai brûlé. Par exemple, en brûlant des poils de chat, on trouve de la protéine FeLDA, une histamine. Mes câbles, on aurait trouvé dans l'atmosphère du cuivre. Ce sont des détectives, ils cherchent la moindre main. Ils savent même détecter la nature de tout un tas de types de protéines. Des porte-placards, on trouverait de l'évoglucosan. C'est une substance qui apparaît lorsqu'on brûle du bois. J'ai aussi brûlé des piles. On trouverait du cadmium, le PVC, du chlore et des hydrocarbures. Et quand on brûle des Playmobil, on a de l'acrylinitrate butanière styrène. Heureusement que Gaël est bien plus jeune que moi, donc à l'époque n'était pas capable de détecter les bêtises que j'ai pu faire en brûlant toutes ces choses. Alors revenons donc au laboratoire. Donc 4 jours d'immersion, 4 jours de rencontres, d'exploration. C'était pendant un pic de pollution. On était en alerte jaune. Vous arrivez à lire, hein? Et là, je vous lis quand même. La maman, elle dit, on va prendre l'air. Et le fils, on va le mettre où? Et donc, d'où le titre, c'est que le fils de Gaël, lorsqu'il a dû renseigner à l'école le métier de sa maman, il a mis dans le formulaire « Ma maman prend de l'air ». Littéralement, sur le toit, il y a des machines qui aspirent l'air pendant des heures, pendant une journée, le filtre. On en fait des confettis et ces confettis sont analysés selon le contenu en carbone, en protéines. Et on y trouve donc notamment des particules qui viennent de bois brûlé. Il faut savoir, on a appris pendant cette résidence que lorsqu'on brûle 50 kg de déchets verts, on émet autant de particules qu'une voiture de diesel qui parcourt 13 000 km. 12 000 cheminées qui existent dans le bassin grenoblois sont responsables de 60% de la pollution en particules fines
notamment en carbone, et seulement 15% qui viennent des voitures. Mais il y a d'autres choses encore qui se trouvent dans les filtres. Il y a de la vie. Il y a des micro-organismes vivants qui flottent dans l'air, des bactéries, des spores aussi du pollen. On respire littéralement la vie. Des spores qui viennent de champignons rouges, tachetés, noirs, des qu'on mange, des qu'on regarde. Et vous savez, quand on prend son tupperware avec son pain pour à manger après la réunion de midi et que la réunion est annulée, on oublie le pain dans son tupperware, il va se former donc une sorte de mousse, du moisi qui vient des spores qui sont dans l'air. Donc quand on ouvre le tupperware, on voit le pain à travers une épaisse couche de moisi avec des petites bulles à l'intérieur. Et quand on plonge avec son esprit à l'intérieur de cela, on peut imaginer des arbres sur une planète lointaine, comme une forêt fine sur une exoplanète dont la gravitation est seulement d'un tiers de la nôtre. Et on imagine une gigantesque forêt dans laquelle évoluent des êtres fins comme les anguilles. Bon, ces spores viennent de l'atmosphère. Alors, dans le laboratoire Chianti, on prélève de l'air. Je vous expliquais tout à l'heure comment, avec des filtres. Dans ce laboratoire, on scrute l'air atmosphérique. On tente de lui arracher les mystères, on tente d'examiner l'atmosphère à chaque jour, chaque seconde. On lui filtre les particules pour les regarder une par une. Savoir ce que c'est, d'où ça vient, quel âge ça a, et si ça fait mal ou non. Il y a une des machines qui est dans le laboratoire qui imite la muqueuse à l'intérieur de nos poumons pour voir si les molécules sont nocives ou non. Alors dans ce laboratoire Chianti, qui porte ce joli nom d'un vin italien, c'est pas parce qu'on y boit énormément. C'est que c'est le nom, mais ça va bien. Ils sont joyeux. On a passé un bon moment joyeux avec cette équipe. Et donc, que faire alors? Lorsque l'air est pollué, faut-il passer à la respiration alternée? Parce que tout ce qui est dans l'air, qui s'y déplace, des roches minuscules, des gaz, des êtres vivants, sont vus par ce laboratoire. Ça, c'est moi. Moi qui regarde le ciel. Et quand on grandit dans un pays où il n'y a que le ciel, on passe beaucoup de temps à le regarder, à regarder ses couleurs, se poser plein de questions. Chaque événement de ma vie a raccroché à un ciel. Je sais exactement le ciel qu'il y avait quand j'ai passé mon bac. Il était comme ça. Très clair, avec des nuages blancs. Il faisait un peu lourd. Le jour de la mort de mon grand-père, c'était l'hiver. C'était une espèce de vieux ciel avec du gel, un peu jaune comme cela. Le jour où j'ai eu mon premier chat, c'était un ciel avec du gel et un tout petit peu de neige qui tombait. Alors le ciel, tous mes souvenirs sont raccrochés à un ciel. Je sais exactement quel ciel faisait quel jour. Le ciel, notre atmosphère, est remplie de tout ce que lui donnent ses couleurs. Le ciel, il trace ma vie, comme le calendrier. Et il est plein de mystères. Pourquoi il neige? Pourquoi y a-t-il du nuage comme des immenses bancs de moutons? Pourquoi le soleil change-t-il de couleur le soir? Comment on sait au-delà du ciel? Est-ce que chacun a son propre ciel? Et quel est le ciel pour nous tous? Il suffit de sortir. Vous allez voir la tour Perret qui est allumée à la couleur de l'alerte qui va venir demain ou après-demain
et ce sera jaune. Et quand il y a une alerte jaune, on peut se demander, est-ce que tout devient jaune? Pas presque. Alerte jaune, c'est quand tout prend cette couleur. Alors, mais ça va mieux à Grenoble. La qualité de l'air s'est améliorée grâce aux actions combinées des initiatives des citoyens, mais aussi la politique, elle a aidé à cela, mais aussi le réchauffement climatique. Parce que comme il fait plus chaud, moins froid, on brûle moins. Mais il faut continuer à faire des efforts pour qu'on garde notre ciel respirable. Et un grand merci à ces scientifiques. Un grand merci à ces scientifiques, ces ingénieurs, ces techniciens. Merci à eux pour être le nez de l'humanité, à traquer les molécules et à veiller sur ce que l'on respire. Grand merci pour votre existence. Alors, merci pour votre attention. Donc, c'était un extrait d'une conférence spontanée qui sera rejouée au château de Vizy le 26 février. Et donc, les dessins, ils viennent d'Isabelle Raquin, la dessinatrice, donc, qui n'a pas pu être là ce soir. Et donc, elle a dessiné exprès pour cette conférence, qui dure normalement 45 minutes. Grand merci à l'IGE, Grenoble Capitale Verte, et aussi la métro. Merci, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie tous pour votre existence. Merci. Donc, si vous voulez voir la conférence en entier, prochain rendez-vous 26 février, oui. 15h, château de Vizy. Vous pouvez aller vous balader et voir le ciel autour de Vizy en même temps, avant d'aller voir Echo. Alors, je pense qu'on a tous, en entendant Echo parler, là, presque senti l'odeur du ciel, notamment quand le PVC brûlait. Et donc, et on s'est dit, ça doit pas être génial pour la santé. Et c'est le thème qu'on va aborder ce soir, c'est cette question du lien entre la qualité de l'air et la santé. Et pour nous aider à réfléchir, donc j'invite les intervenants à monter sur la scène. Donc Rémi Slama, qui est épidémiologiste environnemental, chercheur à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale. Donc, il tient en ce moment une chaire de santé publique au Collège de France, et puis une chaire dans laquelle il vulgarise des travaux qui sont faits à Grenoble. Donc, c'est plutôt intéressant de voir que ce qui est pensé, recherché ici, a des échos ailleurs. J'invite Gaëlle Usu à monter sur scène. On a déjà entendu parler d'elle. Donc, elle est chimiste de l'atmosphère et elle est directrice de recherche à l'IGE et surtout dans ce fameux laboratoire Chianti. Gladys Marie, qui est correspondante territoriale du Sud-Isère pour Atmo-Aura. Atmo, c'est l'organisme de surveillance de la qualité de l'air. Cécile Senatiempo, qui est conseillère métropolitaine déléguée à la qualité de l'air, donc à Grenoble-Alpes Métropole. Et Clément Pell, qui est chargé de mission qualité de l'air, toujours à Grenoble-Alpes Métropole. Et pour plonger dans cette question de l'air, on vous propose de commencer par un petit film qui va nous montrer que nos scientifiques n'ont pas froid aux yeux quand il s'agit d'expliquer leur métier. Et c'est à nouveau Gaëlle qui est sur le devant de la scène, puisqu'elle est partie en parapente avec Nicolas Plein. Et elle nous a raconté les résultats. Ces résultats, vus de là-haut, vous verrez, elle est hyper détendue. Aujourd'hui, on est à Champs-Rousse avec Gaëlle Usu. Elle est géochimiste et ensemble, on va survoler la métropole de Grenoble pour parler de qualité de l'air. Pourquoi j'ai dit oui? Non, encore. Yes, super. Bah, bienvenue en vol. Wouhou. On est pas mal, hein? On est pas mal. Alors, qu'est-ce que ça fait de voir les vallées de la métropole de Grenoble comme ça? Ah bah c'est vraiment c'est incroyable. Bien, en fait, ce qu'on voit devant nous, surtout le matin quand on se lève en période hivernale, on va avoir des couches d'inversion. C'est comme si en fait tous les polluants, ils sont enfermés un peu comme dans une marmite sur lesquelles on aurait mis un couvercle. C'est-à-dire qu'en fait on a vraiment un problème de relief qui font en fait que tous les polluants sont confinés à l'intérieur de la cuvette, dans la métropole, au sol. Et c'est ça qu'on va respirer. Cette pollution, est-ce qu'elle est toujours présente au-dessus de Grenoble ? Eh bien non, en fait, cette pollution n'est pas toujours présente. Lorsqu'il va pleuvoir, notamment, en fait, tous les polluants vont être rabattus au sol. Ou alors, quand on a aussi des coups de vent, ça va disperser les polluants dans l'atmosphère. Et Gaëlle, alors pourquoi c'est un problème, ces polluants atmosphériques ?
C'est un problème puisqu'en fait ça va impacter la santé des populations. Les personnes les plus fragiles ? Voilà, les personnes les plus fragiles, qui sont les personnes âgées, mais aussi les jeunes enfants qui ont leurs bronches en formation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va inhaler des gaz et des particules, eh bien, ça va venir irriter le système respiratoire. Eh bien, c'est ça en fait qui derrière va générer des maladies cardiovasculaires ou cardio-respiratoires et qui peuvent même aller jusqu'à l'induction de certains cancers. Alors Gaëlle, ces émissions, elles viennent d'où au-dessus de la métropole de Grenoble ? Par ordre d'importance, eh bien, la première source d'émissions sur Grenoble, c'est le chauffage à bois non performant, qui correspond à 45% de la masse des particules sur toute l'année et on monte à 70% des concentrations en hiver. En deuxième lieu, on a le trafic véhiculaire. Et donc là, on est de l'ordre de 10 à 15% de la masse des particules. Et puis enfin, l'industriel, c'est vraiment une source secondaire. On est de l'ordre de 5 à 8% en fonction des années. Est-ce que là, on a des solutions pour lutter contre ces émissions ? Une des solutions aujourd'hui, c'est de remplacer ces chauffages non performants qui émettent beaucoup de particules par des poêles à granulés qui sont labellisés flammes vertes et notamment qui permettent de diviser par 30 les émissions de particules. Est-ce qu'il y a aussi des solutions pour le transport ou pour l'industrie ? Bien oui, alors pour le transport, en période de pic de pollution, on peut se reporter sur le covoiturage, les transports en commun, des moyens de transport à faible émission comme les vélos électriques. Et alors, la pollution de l'air depuis une dizaine d'années, est-ce qu'elle s'améliore dans la métropole de Grenoble ? Eh bien oui, ça c'est une très bonne nouvelle. Ce que l'on voit, c'est que la pollution de l'air, en tout cas pour les particules, s'améliore. Et donc on peut voir que si tout le monde agit en faveur de la qualité de l'air, on peut faire bouger les choses, même dans une ville qui a une topographie qui ne lui est pas favorable. Et bah super, merci bien en tout cas Gaëlle pour toutes ces précisions. Et je trouve ça génial parce qu'on voit qu'en changeant nos pratiques, on arrive à limiter nos émissions de polluants atmosphériques et améliorer la qualité de l'air et améliorer la santé de tous finalement. Et si vous voulez en savoir plus sur comment réduire vos émissions de polluants, on se retrouve sur le site de la métropole de Grenoble. Allez, à bientôt. On fait 2-3 acrobaties. Ouais. Ah non. Regarde. On peut reprendre le mot de Nicolas Plein. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller sur le site de la métropole de Grenoble, mais vous pouvez surtout rester ici et entendre les interventions. Je crois que c'est toi, Gaëlle, qui commence. Très bien. Et Gladys Marie pour Atmo qui va nous présenter un peu peut-être les mesures de l'air. D'abord comprendre comment est-ce qu'on la compte, comment est-ce qu'on la mesure cette qualité de l'air avant d'entrer dans la question de ses conséquences, notamment sur la santé. Et puis après, on interviendra sur comment est-ce qu'on peut agir au quotidien pour améliorer notre qualité de l'air. Gladys. J'attends le diaporama. Bonjour à tous en attendant. Donc Gladys Marie, moi je suis correspondante territoriale chez Atmo Auvergne-Rhône-Alpes. C'est bon, on peut passer les diapos, si ça marche pour vous. Donc ce soir, on va vous parler de qualité de l'air. Et du coup, la première question, c'est de quoi parle-t-on quand on parle de qualité de l'air ? C'est pénible de passer les diapos. Est-ce que vous pouvez appuyer une fois ? Quand on parle de qualité de l'air, en fait, dans l'atmosphère, on retrouve différents composés qui vont être émis par différentes sources. Ces sources, elles peuvent être soit humaines, soit naturelles. Et donc, ces composés qu'on retrouve dans l'air vont se décomposer en deux grandes catégories. Vous entendez souvent parler de certains composés que sont le dioxyde de carbone, les oxydes de soufre, les oxydes d'azote, les particules fines. Mais en fait, parmi tous ces composés, certains sont des polluants de l'air et d'autres sont plutôt des gaz à effet de serre. Et donc, il est déjà important pour comprendre ce dont on va vous parler ce soir, la différence entre les deux. Si on peut passer à la suivante. Et donc, quand on parle de gaz à effet de serre, ça va être notamment le dioxyde de carbone, le méthane, le protoxyde d'azote, les hydrofluorocarbures et bien d'autres composés. Donc, ces composés-là, c'est des composés qui vont avoir un effet global sur la planète et un effet de changement climatique. Ça a vraiment une action, on va dire, au niveau vraiment global. Les polluants de l'air, c'est d'autres composés, dont notamment les oxydes d'azote, les particules fines, les composés organiques volatiles, l'ozone.
qui sont les principaux qu'on retrouve dans l'air ambiant et qui, eux, ont un effet direct et local sur la santé. Donc, quand on agit pour l'environnement, on va agir sur ces différents composés, mais en fonction des composés, on va avoir des effets plutôt globaux ou plutôt locaux. Et donc, ces effets locaux, c'est des effets qu'on a directement sur notre santé au quotidien, et c'est pas ce qui va agir sur toute la planète. Ces composés, nous, on les connaît chez Atmo parce qu'on est l'Observatoire régional de surveillance de la qualité de l'air. On le connaît par différents moyens. On fait des cartographies journalières de la qualité de l'air en différents points du territoire. Ça vous permet d'avoir accès chaque jour à la qualité de l'air qui se trouve à l'endroit où vous habitez. On se base sur des cadastres d'émissions, donc c'est-à-dire des cartes avec les émissions du trafic routier, du chauffage, des industries, qu'on superpose, qu'on couple à des modèles météo et des modèles de chimie de l'atmosphère pour pouvoir retranscrire les concentrations de chacun des différents polluants au niveau local. Donc ça permet d'avoir des modélisations en concentration de polluants dans l'air. Ces polluants, ils sont émis à un endroit et ils vont plus ou moins se disperser, plus ou moins s'accumuler et donc se retrouver avec des concentrations dans l'air. On a des stations de mesure qui sont présentes sur le territoire. Si on peut revenir à la diapo d'avant. On a des stations de mesure qui sont présentes sur le territoire aussi pour pouvoir mesurer directement ces différents composés. On en surveille au global environ 200. Il y en a 15 qui sont réglementés à peu près dans l'air ambiant. Et donc, on a ces composés qui sont mesurés par nos stations de mesure. On en a à peu près 70 sur l'ensemble de la région. Et donc, toutes ces informations, elles sont disponibles en libre accès gratuitement sur notre site internet pour ceux que ça intéresse. Ces données, qu'est-ce qu'on en fait ? D'une part, on en réfère au niveau national et européen, parce que pour les polluants réglementés dans l'air ambiant, on a des normes européennes à ne pas dépasser en concentration moyenne annuelle. Et donc, à partir de ces valeurs, on peut avoir aussi une évolution depuis, par exemple, les 15 dernières années, des concentrations mesurées sur les stations de la région grenobloise. Et comme on le dit depuis tout à l'heure, la situation s'améliore ces dernières années. On a des concentrations de polluants dans l'air qui diminuent au fil du temps. On a néanmoins, si on clique sur la diapo, par contre, encore une bonne partie de la population qui est exposée à des dépassements des seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. On a d'une part des valeurs réglementaires européennes et d'autre part des valeurs recommandées par l'OMS qui, elles, sont plus drastiques que les valeurs réglementaires. Pour l'OMS, ces valeurs réglementaires, elles sont trop hautes et donc l'OMS considère qu'à partir d'une certaine concentration par polluant, on a déjà des effets sur la santé et donc à des valeurs qui sont plus basses pour certains polluants, notamment les oxydes d'azote, les particules fines. Et donc, on a sur le territoire encore une forte majorité de la population qui est exposée au dépassement de ces seuils, surtout du fait que l'OMS a revu ses seuils à l'automne dernier. Et donc, avec les nouveaux seuils annoncés, on est quasiment tous exposés à un dépassement de ces seuils. Donc la situation s'améliore, c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'en faisant des actions, on peut améliorer la situation, mais on a encore un gap à faire pour respirer un air plus sain. Donc je vous ai dit, la situation s'améliore, tous les polluants diminuent. Eh bien non, sauf l'ozone. Donc l'ozone, c'est un gaz qu'on va retrouver dans la haute atmosphère qui va nous protéger. À cet endroit-là, heureusement qu'on a de l'ozone. Par contre, à basse altitude, l'ozone, c'est un polluant secondaire qui va être créé sous un fort ensoleillement et des fortes chaleurs par la combinaison des oxydes d'azote avec les composés organiques volatiles. Donc ce n'est pas un polluant qu'on émet directement, mais c'est un polluant qui va se créer en été notamment. Et ces dernières années, avec des températures qui augmentent et le changement climatique, on a des hausses d'ozone sur les 4-5 dernières années et on se retrouve à avoir des niveaux de concentration vraiment très élevés. À gauche, on a la carte Auvergne-Rhône-Alpes. Donc les Auvergnats sont plus préservés que les Rhône-Alpins en termes de couleur. Plus c'est rouge, moins bien c'est, je vous laisse imaginer. Et à droite, vous avez le département de l'Isère. Donc pareil, le Nord-Isère est beaucoup plus impacté que le sud de l'Isère, mais la région grenobloise est globalement impactée aussi par des forts niveaux d'ozone ces dernières années. Et l'ozone a un comportement assez particulier, c'est-à-dire qu'on peut avoir des concentrations en ozone beaucoup plus importantes à la campagne ou en montagne que ce qu'on peut avoir en centre urbain. Donc c'est un polluant assez contre-intuitif. Les gens vont dire je vais prendre l'air en montagne, mais parfois ils se retrouvent avec des concentrations en ozone plus élevées en montagne qu'en fond de vallée. C'est l'inverse des particules fines que vous avez pu voir tout à l'heure sur les différents visuels, où là sur les particules fines on voyait une accumulation de particules fines dans le fond de vallée. Là sur l'ozone on peut avoir l'effet inverse, mais pas toujours. Et donc là, c'est vraiment un polluant en jeu sur les prochaines années, parce qu'on sent qu'il est encore en forte augmentation.
Comment s'informer, hein, donc, comme je vous ai dit, nous, on surveille une grande quantité de polluants. Il y en a certains qui sont réglementés dans l'air ambiant, c'est des non chimiques, c'est un peu compliqué. Chaque polluant a un seuil différent. On en mesure, on fait des cartes. Voilà, si vous voulez vous saisir du sujet et vous dire, OK, mais alors moi, dans tout ça, comment je m'y retrouve, quelle info je peux avoir? Ce qui a été décidé au niveau national, c'est de faire un indice Atmo. Cet indice, c'est un indice qui va agréger les 5 polluants majoritaires de l'air. Et donc, à chaque fois qu'on a un de ces polluants qui dépasse un niveau de seuil, l'indice va prendre la couleur du niveau supérieur. Et donc, ça permet chaque jour de vous donner une information au niveau communal du niveau de qualité de l'air du jour. Donc, ça va de bon à extrêmement mauvais. Et donc, de pouvoir, en fonction de cette information de la qualité de l'air, adapter d'une part vos comportements pour protéger votre santé. Quand on est sur un air très dégradé, il vaut mieux limiter quand même la surventilation, donc des activités sportives trop intenses, l'exposition des personnes les plus vulnérables. Et puis, quand on est sur un air plutôt bon ou moyen, en profiter à ce moment-là. Et aussi pour adapter vos comportements. On en discutera tout à l'heure sur les actions qui peuvent être mises en place, mais de pouvoir chacun à son échelle aussi déployer des actions pour limiter les émissions de polluants dans l'air et donc faire redescendre cette valeur d'indice Atmo et d'améliorer la qualité de l'air qu'on respire tous au quotidien. Cet indice, on peut le retrouver à plusieurs endroits, sur notre site internet d'Atmo, sur le site de la métropole de Grenoble, de la ville de Grenoble, de plusieurs autres communes, sur notre application Air2Go, sur l'application mobilité de Grenoble-Alpes Métropole. L'idée, c'est vraiment de le mettre dans le quotidien des gens pour que vous puissiez l'avoir dans votre quotidien, savoir demain, il va faire 4 degrés, il va pleuvoir, je prends mon parapluie. Je sais aussi que la qualité de l'air va être bonne. Moi, ça me donne aussi une information, d'avoir vraiment ce réflexe-là de le consulter. Et pour amener cette information justement plus dans le quotidien des gens, à partir de ce soir, la tour Perret va s'allumer pendant 3 mois aux couleurs de l'indice Atmo du lendemain. Donc pendant 3 heures, la tour Perret va s'allumer pour que vous sachiez quelle sera la qualité de l'air du lendemain et donc adapter vos comportements en conséquence. Et on a couplé ça avec un affichage sur 50 abris voyageurs grâce à Grenoble-Alpes Métropole et le SMAG pour pouvoir amener l'information plus largement sur toutes les communes et pour toutes les personnes qui n'ont pas forcément vu sur la tour Perret. Et donc, comment agir, on viendra plus en détail tout à l'heure, mais le principal point, c'est d'identifier les sources d'émissions de chaque polluant. Donc, sur ce graphique, vous avez, pour les différents polluants, les sources principales d'émissions par secteur. Donc, ça permet d'orienter les actions, notamment de l'État, des politiques publiques ou des industriels, en sachant que, par exemple, pour les oxydes d'azote en bleu, ils sont principalement émis par le transport routier à hauteur de 56% des émissions. Les particules fines, PM10, PM2,5, elles sont principalement émises par le secteur résidentiel via le chauffage individuel au bois. Donc ça permet de prioriser les actions, d'arriver à chiffrer en fait en termes d'effets les actions qu'on va déployer sur le territoire. C'est un outil d'aide à la décision pour les politiques publiques, de se dire si je déploie telle action sur le territoire, qu'est-ce que je peux en attendre en termes de gains et sur quel polluant est-ce que ça va agir, parce que tous les polluants n'ont pas forcément les mêmes effets sur la santé. Et donc, l'idée, c'est de mettre en place différentes actions. Il y en a déjà beaucoup qui sont déployées sur le territoire. On est sur un territoire vraiment très dynamique en termes d'environnement et notamment d'amélioration de la qualité de l'air. Mais il reste encore des actions à déployer, notamment au niveau des organisations, à tous les niveaux, que ce soit les collectivités, les entreprises ou les associations, mais aussi pour chaque citoyen. Chacun peut agir à son niveau pour limiter ses propres émissions de polluants. Pour vous inspirer, trouver des idées, partager ce que vous faites, nous, on a développé une plateforme qui s'appelle Air Attitude et qui centralise justement toutes les actions régionales des différentes collectivités et des citoyens pour pouvoir mettre en commun ces idées, les partager et s'inspirer les uns les autres pour améliorer la qualité de l'air sur la région. Voilà, en termes d'introduction. Merci Gladys. Donc on va continuer. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc l'air attitude qu'ont eu les chercheurs à Grenoble a été de travailler sur un projet qui vient juste de se terminer, qui s'appelait Mobilair. Et donc avec mon collègue Rémi, on est là pour vous délivrer un condensé de ces résultats, sachant qu'il y aura une restitution au cours de l'année plus complète. Mais c'était aussi pour venir sur ce temps de débat pour vous donner les grands résultats phares de ce projet, où en fait on s'est servi de Grenoble, comme du territoire grenoblois, comme d'un site pilote pour étudier les questions de mobilité et de qualité de l'air. On a réuni 7 laboratoires de la faculté avec
des géochimistes, des économistes, des chimistes, des épidémiologistes, mais aussi des psychologues. Et on a travaillé en collaboration avec Atmo-Aura, mais aussi la ville de Grenoble et la métro, pour venir en soutien aux politiques publiques. Et donc, on s'était fixé 3 objectifs sur ce projet qui a duré 3 ans, qui étaient tout d'abord... on a cherché à mieux caractériser l'exposition de la pollution de la population à la pollution, puisqu'il est important de comprendre, en fait, on sait qu'en 2016, on avait 145 décès prématurés attribués aux particules fines sur la ville de Grenoble, et en fait, on cherchait à comprendre à quoi ils étaient dus, à quelle source. Et puis, en amont des réglementations, on a déployé à l'échelle de la métropole sur 3 sites un nouvel marqueur de l'impact sanitaire qu'on développe dans nos laboratoires depuis une dizaine d'années, qui s'appelle le potentiel oxydant des particules et que je présenterai par la suite. Et donc, on l'a développé à grande échelle sur ce projet pour voir en fait quels étaient son couplage avec l'impact sanitaire. Ensuite, on a travaillé avec... des sociologues, des psychologues pour améliorer la compréhension des déterminants qui vont diriger nos choix quand on va choisir notre mode de transport. Et tout ça, ça permet en fait d'aller identifier des leviers individuels qui vont nous permettre de comprendre comment on peut changer tous de manière pérenne nos comportements. Et d'ailleurs, si vous souhaitez participer à une étude en ce moment, qui a lieu en ce moment dans le cadre de ce projet, on vous distribuera des flyers à la fin pour participer à cette cohorte qui va réunir 400 personnes, qui s'appelle Intermob. Voilà. Et enfin, tout cela, en fait, tous ces objectifs avaient pour but de fournir des scénarios de politique publique qui étaient scientifiquement validés d'un côté, pour améliorer la qualité de l'air. Et tout ça, en fait, pour atteindre un objectif sanitaire donné, qu'on s'est donné ensemble pendant un comité des décideurs où il nous a été confié la mission d'étudier de comment on pouvait diviser par 3 la mortalité imputable aux particules fines dans la métropole. À charge à nous de revenir avec des scénarios. Donc voilà pour les grands objectifs du projet. Et on va passer Donc tout à l'heure, Gladys vous a parlé des émissions de particules, et nous, en fait, on travaille au niveau des concentrations qu'on va retrouver sur différents sites où on a fait des prélèvements dans Grenoble. Et donc, on travaille réellement sur les concentrations que l'on observe, contrairement aux émissions tout à l'heure qui sont basées sur des cadastres d'émissions dont le mode de calcul est un peu différent. Et donc, ça nous a permis, en fait, de comprendre, derrière les particules dont on parle, les concentrations à ne pas dépasser, il faut savoir qu'il y a des sources de particules. Et ces sources de particules, eh bien, on arrive à remonter à leur contribution à l'ensemble des particules grâce à des prélèvements qu'on va faire pendant 1 an sur différents sites. Ensuite, comme vous l'a expliqué Iko tout à l'heure, on va analyser différents marqueurs et des différentes molécules. Et enfin, avec des méthodes de statistiques avancées, à l'aide de techniques d'inversion, on va être capable de remonter, grâce à des empreintes chimiques de sources, à la contribution de chacune de ces sources à la concentration massique générale des particules. Et donc, qu'est-ce que ça nous permet de dire ? Ça nous permet de dire que sur l'ensemble du territoire, on a pu identifier 11 sources de particules. Certaines vont émettre de façon très saisonnière, c'est le cadre du chauffage au bois, donc qui est maximal en hiver et puis très peu présent en été. Puis on a aussi des sources chroniques qui vont émettre de façon assez constante toute l'année. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un peu l'ordre d'importance, donc là on a une contribution qui va être moyennée. Et donc ce qui arrive en premier, donc on l'a déjà dit, c'est le chauffage au bois. Et ensuite on a 2 sources qu'on a appelé transport régional, qui sont liés en fait au transport des masses d'air qui viennent de régions voisines. Donc ça, en fait, ce sont des sources sur lesquelles on a peu d'action, on a peu de levier. Ensuite vient la 4e source, donc par ordre d'importance, c'est lié au trafic routier. Donc ça représente entre 10 à 15% de la masse des particules tout au long de l'année. Et puis ensuite, on a tout un tas de sources qu'on connaît moins. Il faut savoir qu'à Grenoble, on est entouré d'arbres et que la végétation émet énormément de particules dans l'air.
Le sol aussi va réémettre des poussières dans l'air qu'on va retrouver. On a aussi des sources secondaires, comme on retrouve par exemple une source saisonnière, le salage routier. Quand l'hiver il neige, le sel va être remis en suspension après les salages et on le retrouve en quantité des fois non négligeable dans l'atmosphère. Et puis, eh bien, l'industrie, là donc, ce sont des données de 2017-2018, l'industrie c'est la 11e source, c'est la dernière. Donc ça va souvent à l'encontre des idées reçues quand on écoute que les gens pensent que la pollution, c'est les industries et les camions. Il faut savoir que l'industrie, il y a eu des baisses drastiques depuis 20 ans sous les coups des législations. Et maintenant, c'est vrai que on voit que les actions en fait, qui restent à mener sur d'autres sources. Et puis, maintenant, on va passer à la partie droite du graphique. C'est pas fini. La partie droite du graphique, c'est la partie plus prospective. On est bien en amont de la réglementation. C'est des choses qui n'existent pas encore dans la réglementation. On a mesuré ce qu'on appelle le potentiel oxydant. C'est la capacité des particules à venir oxyder le milieu pulmonaire. Tout à l'heure, Eiko vous a parlé d'une machine qui mime l'inhalation des particules, une machine qui mime cela. Eh bien, c'est ça. Et quand on regarde en fait nos sources de particules grenobloises sous l'égide à travers cette métrique, eh bien on voit que l'ordre d'importance de la contribution des sources change. Et donc ce que l'on voit, c'est que les sources les plus oxydantes pour nos poumons sont le trafic routier et le chauffage au bois. On a aussi montré dans une autre étude européenne l'importance des émissions diffuses liées aux freins des voitures. Donc ce que l'on peut voir, c'est qu'en fonction de la métrique qu'on va utiliser, on va avoir une vision très différente de ces sources, mais ce qu'il faut retenir, c'est que si on veut faire diminuer à Grenoble les concentrations massiques et les niveaux de potentiel oxydant, les sources cibles, c'est le chauffage au bois non performant et le trafic routier. Et donc mon collègue va prendre la suite. Voilà, pour aborder la partie sanitaire, qui nous intéresse beaucoup dans notre laboratoire à l'Institut pour l'avancée des biosciences, où on fait de l'épidémiologie et depuis de nombreuses années, on contribue à mettre en évidence les effets des particules sur la fonction cardiovasculaire ou la santé pulmonaire, comme l'a rappelé Gaël dans son vol en parapente. Et puis on s'intéresse beaucoup aussi aux effets sur la croissance des fœtus, la santé des femmes enceintes, ou sur des paramètres biologiques comme les marques épigénétiques qui contrôlent l'expression des gènes. Et à force de faire tous ces travaux où on soulève les problèmes, on s'est dit que ce serait bien aussi de réfléchir aux solutions. Et donc, c'est pour ça qu'on a contribué à mettre en place ce projet avec tous les collègues de l'université, l'équipe de Gaël et d'autres équipes, en allant voir les décideurs de la métro, de la mairie de Grenoble, des autres mairies, et en leur demandant quelles ambitions ils avaient en termes de santé pour les Grenoblois, et notamment de problèmes de santé liés à ces particules fines et à la pollution atmosphérique. Et on a aussi, et c'est la collaboration inclut des économistes, le laboratoire de Sandrine Maty. On s'est dit que chiffrer à la fois le coût des mesures et le bénéfice pour la société était important pour mettre ça en perspective avec d'autres investissements que les décideurs peuvent être amenés à prendre. Et donc, dans ces discussions avec la métro grenobloise, les décideurs ont affiché l'objectif à l'horizon 2030 d'espérer diviser par 3 la mortalité due aux particules fines, mortalité qui est de l'ordre de 145 sur les niveaux de pollution de 2016, 145 décès par an, et qui donc, il faudrait réussir à faire baisser à environ 50. En tout cas, c'est la question qu'ils nous ont posée. Et donc, avec tous nos partenaires, et notamment Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour cette étape ici cruciale, on a converti, en s'appuyant sur des relations dose-réponse bien établies par les épidémiologistes à partir de nombreuses études, cet impact sanitaire à atteindre et cette amélioration de la santé à atteindre en une diminution de notre exposition. Et pour arriver à diviser par 3 la mortalité, il faut réussir à gagner environ 6 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle, ce qui est important parce qu'on doit être maintenant, je parle sous le contrôle de ma collègue, mais peut-être à 12 ou 13 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle, donc c'est conséquent. Mais ça nous rapprocherait de beaucoup de villes d'Amérique du Nord où la qualité de l'air est bien meilleure qu'ici.
Et donc, pour arriver à ça, on a mis en évidence qu'il fallait jouer non pas sur une seule source, que ça ne suffisait pas, mais jouer sur les deux principales sources locales de particules, qui sont celles qui sont entre nos mains, qui sont à la fois le chauffage au bois non performant, qui, comme l'a rappelé Gaël, est la source principale, et le trafic routier, qui est une autre source majoritaire, importante, encore plus importante d'ailleurs quand on réfléchit en termes de potentiel oxydant. Et pour arriver à ce gain de 6 microgrammes par mètre cube en moyenne annuelle, on peut rester encore 30 secondes avant, voilà, merci, il faudrait réussir à baisser de 95%, c'est-à-dire divisé par 20, vous voyez ces émissions dues au chauffage au bois non performant. En gros, ça veut dire remplacer tous les poêles qui sont un tout petit peu anciens, soit par des poêles à granulés avec le meilleur label flamme verte actuel, ou bien limiter l'usage de chauffage en isolant mieux les logements. Et il faudrait aussi baisser de 70% les émissions liées au trafic routier, ce qui peut être atteint en mettant en place une zone à faible émission qui interdirait tous les véhicules jusqu'à critère 2. Ça veut dire en gros qu'il n'y aurait plus que les voitures à essence achetées après 2011 qui auraient encore le droit de circuler. Et puis en plus de diminuer de 36% les kilomètres parcourus dans des voitures individuelles avec un moteur thermique. Et donc si on ne limite pas les déplacements, ça veut dire un report des déplacements vers d'autres modes de transport. Si on arrive à faire tout ça, eh bien, on a vérifié avec nos travaux de modélisation, le gain sanitaire. Et vous voyez que ce gain sanitaire, il n'est pas de 95 à peu près comme on le visait, mais il est de 93 plus 58, c'est ce que vous voyez en vert à gauche, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. On arrive plutôt à 151 décès en faisant ce que j'ai évoqué tout à l'heure, parce qu'en plus des 93 décès qui sont évités grâce à l'amélioration de la qualité de l'air, on gagne cette petite soixantaine de décès liés au fait que les gens à qui on ne permet plus d'utiliser leur voiture vont se mettre à prendre des transports en commun et donc marcher davantage, faire un exercice physique plus accru. Donc on a ce qu'on appelle un co-bénéfice, c'est-à-dire qu'on joue à la fois sur la mortalité due aux particules fines, mais aussi sur la mortalité attribuable au manque d'activité physique, qui, avec l'alimentation, le tabac fait partie des grands facteurs de risque qui influencent notre santé. Vous voyez aussi qu'on a quantifié le nombre de cancers du poumon, une dizaine, qui pourraient être évités avec ces mesures. Et si jamais, au lieu de développer le réseau de transport en commun, comme on le suppose sous ce scénario, on modifie autrement la ville, nous on s'est senti libre, on a fait d'autres hypothèses, et on incite les gens à prendre davantage leur bicyclette en augmentant le nombre de pistes cyclables, on pourrait aller jusqu'à 250 décès évités, voire encore plus, de l'ordre de 272, si jamais on réussit à remplacer des trajets un petit peu plus longs qui sont faits actuellement en voiture par des trajets en vélo, en promouvant le vélo à assistance électrique. 272 décès par an, c'est assez colossal, parce qu'il y a environ 2600 décès par an dans la métropole, que si jamais on réussissait à interdire du jour au lendemain complètement le tabac, à terme, c'est de l'ordre de 12% de la mortalité, c'est-à-dire à peu près 300 décès qu'on gagnerait. Se débarrasser du tabac, je ne sais pas s'il y a beaucoup de politiques qui ont ça comme ambition. Et donc, clairement, c'est un des principaux leviers qui peuvent permettre d'améliorer considérablement la santé à l'échelle de l'agglomération et qui est dans la main des décideurs et qui est en nos mains. Alors, vous allez me dire, c'est pas simple et ça coûte cher. Alors, effectivement, ça coûte, puisque là, vous voyez que sous certaines hypothèses, il faut augmenter les réseaux de transport, il faut créer de nouvelles pistes cyclables, modifier son mode de vie. Et nos collègues du laboratoire de Sandrine Maty ont mis tout ça, ont pris tout ça en considération. Il y a un coût et ça correspond aux barres qui sont en dessous du zéro ici. Mais on a aussi monétisé le bénéfice sociétal qui correspond aux décès évités, qui correspond aux traitements médicaux évités, dont certains coûtent cher. Et donc ce bénéfice qui n'est pas vraiment un bénéfice qui peut
se sentir en espèce sonnante et trébuchante, parce que quand on a un grand-père qui vit plus longtemps, on n'a pas plus d'argent sur son compte en banque, mais on est plus heureux. Et donc, on a converti ça en euros. Et globalement, le bilan entre le coût des investissements et le bénéfice sociétal qui prend compte de ces coûts tangibles de santé et ces coûts qu'on appelle des coûts intangibles de bien-être correspond à un bénéfice individuel pour chaque grenobloise et chaque grenoblois chaque année de l'ordre de 630 euros. Donc, en faisant le bilan, le bénéfice moins les coûts, c'est comme si on avait un chèque bien-être annuel de 630 euros. Donc c'est un bénéfice qui coûte, enfin c'est un investissement qui coûte à la société, mais qui globalement lui apporte aussi énormément. Donc voilà, pour résumer tout ça, globalement, ce projet montre que si on est ambitieux du point de vue de la mortalité et qu'on souhaite baisser fortement cette mortalité attribuable aux particules fines, c'est possible, on pourrait la diviser par 3. Il n'y a pas une solution miracle, il faut jouer sur plusieurs leviers. Ces leviers, c'est logiquement les principales sources locales que sont le trafic, le chauffage au bois non performant. On arriverait à diviser par 3 cette mortalité, on irait même au-delà parce qu'il y a des co-bénéfices liés à l'activité physique. Il y a d'autres co-bénéfices d'ailleurs qu'on n'a pas visualisés ici, mais qui sont liés au fait qu'on diminuerait aussi probablement le bruit urbain qui a aussi un impact sur notre santé, sur notre qualité de vie. On limiterait aussi, et ça c'est le levier trafic, les émissions de gaz à effet de serre, ce qui est crucial si on veut respecter les engagements qu'on doit prendre pour respecter l'accord de Paris. Et donc, très clairement, ce seraient des choses qui bénéficieraient grandement à l'ensemble de la population, les populations sensibles, mais aussi parce qu'il n'y a pas que les gens sensibles qui sont touchés par la pollution, les gens qui sont en bonne santé, mais qui vont finir par développer des pathologies du fait de cette exposition chronique sur le long terme à des particules fines et d'autres polluants. Voilà, merci beaucoup. Donc ça, c'est la publicité pour cette étude Intermob. Ça concerne les gens qui sont un peu accros à la voiture, hein, parce que l'idée est de voir si on arrive à vous aider, à vous convaincre, à moins l'utiliser. Donc si déjà si vous n'avez pas de voiture, malheureusement, vous n'êtes pas éligible. Enfin, vous faites déjà plein de choses pour tous nos concitoyens. Si par contre vous utilisez la voiture au moins 3 jours par semaine en dehors du week-end, n'hésitez pas à nous contacter, à vous connecter sur le site d'Intermob, à appeler nos enquêteurs et nos enquêtrices absolument charmants et efficaces qui pourront vous dire si vous êtes éligible et vous suivre pendant un certain temps. Et il y aura des petits flyers, s'il y en a qui veulent directement les coordonnées, qui vont être distribués dans la salle. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant que Gladys nous a bien expliqué ce qu'était que la qualité de l'air et que Rémi et Gaël nous ont très bien expliqué ce qu'il fallait mettre en place comme politique publique en fait pour l'améliorer et pour sauver des vies, parce qu'en fait l'enjeu il est là, il est vraiment de sauver des vies. Avec Clément assis à côté de moi, on va vous présenter ce qu'on fait sur la métropole de Grenoble, justement pour mettre en adéquation ce que nous disent les scientifiques et ce que nous, politiques, on met en place pour améliorer la qualité de l'air. Alors, déjà, pour vous dire que la qualité de l'air, c'est pas quelque chose qu'on a pensé comme une bulle qui serait à part de toutes nos politiques publiques. C'est vraiment quelque chose qui est intégré dans toutes nos politiques et dans le plan climat, air et énergie, dans notre plan de déplacement urbain, dans le plan local d'urbanisme intercommunal. C'est vraiment quelque chose de transversal qu'on veut voir apparaître dans toutes les politiques publiques qu'on met en place. Ensuite, le deuxième axe, on engage des actions qui permettent d'améliorer la qualité de l'air. Et les 2 actions qu'on va vous présenter ce soir, c'est la zone à faible émission et la primaire bois. Hein. Donc on est vraiment dans le même esprit que ce qui vient de nous être présenté. On va lutter contre les particules fines avec la primaire bois que Clément va vous présenter et contre les oxydes d'azote avec la zone à faible émission. Et ensuite, on vous fera un petit focus sur les moyens qu'on a
pour communiquer, pour sensibiliser auprès du grand public, parce qu'aujourd'hui, c'est chouette, on est nombreux ce soir, mais en fait, il y a encore beaucoup de personnes qui sont assez éloignées des questions de qualité de l'air, et il y a vraiment besoin d'en parler, d'aller chercher les personnes qui se sentent éloignées et qui pourtant pourraient agir au quotidien pour l'améliorer, sans même peut-être le savoir qu'ils pourraient le faire. Et c'est pour ça que moi, je voudrais saluer, on en revient, on y était plusieurs à être tout à l'heure pour le lancement de l'illumination de la Tour Perret. C'est une très belle initiative qui, en fait, va interpeller les citoyennes et les citoyens et s'interroger, les amener à s'interroger sur quelle est la qualité de l'air du lendemain et qu'est-ce que je peux faire, comme disait Gladys tout à l'heure, 1, pour me protéger et 2, pour l'améliorer. Et donc, bonjour à tous, Clément Pell de la métro. Sur la précédente slide, il y avait en dernier axe renforcer les connaissances en matière de qualité de l'air, expérimenter. Et voilà, je tenais vraiment à remercier le consortium de chercheurs qui a travaillé sur cette étude de Mobilair, qui est vraiment une étude pluridisciplinaire qui a été portée par plusieurs labos de recherche. Donc et qui s'appuie et qui est en lien avec les décideurs publics. Et c'est vraiment la recherche du futur pour nous, c'est-à-dire une recherche appliquée et qui permet d'éclairer les décisions publiques. Et on voit que d'ailleurs ça a donné naissance à d'autres travaux dans la continuité de ce programme de recherche. Et on est vraiment très content de pouvoir s'appuyer sur cet écosystème local qui est une chance pour nous d'avoir ça sur le campus Grenoble. Donc maintenant, je vais vous parler chauffage au bois. Parce que, comme l'a dit Rémi, Rémi et Gladys, un des principaux leviers pour réduire les émissions de particules, c'est le chauffage au bois. Donc là, je vous ai remis le petit graphique que Gladys a présenté tout à l'heure. Et en fait, si on regarde la ligne PM10, PM2,5, les grosses bulles, elles sont dans la colonne où il y a un petit chauffage au bois en haut. Et donc, le chauffage au bois individuel, c'est vraiment la principale source d'émissions de particules. Donc, la métro a mis en place en 2015 une prime qui s'appelle la prime Air Bois, qui vise à inciter au renouvellement des appareils non performants. Donc on vise les appareils d'avant 2002 ou les foyers ouverts. Et c'est une prime d'un montant de 1 600 à 2 000 euros pour les foyers modestes, qui est cumulable avec des aides de l'État qui s'appelle Ma Prime Rénov et qui permet de monter à jusqu'à 5 000 euros d'aide. Et ce qu'il faut retenir, c'est que globalement, pour tous les foyers modestes, on a un renouvellement qui est gratuit de l'appareil. Et pour les foyers intermédiaires, on est à 50%. Donc c'est vraiment des taux d'aide extraordinaires. On peut rester sur la diapo d'avant. Cette campagne, elle s'accompagne d'une campagne de communication. Donc vous avez peut-être vu cette magnifique affiche sur les abris voyageurs du SMAG, sur les bus. Voilà. On a essayé de faire une campagne assez large qui permet justement d'informer et de prendre conscience que le chauffage au bois, c'est polluant. Et les travaux en cours vont peut-être aussi nous amener vers une interdiction de l'utilisation des foyers les plus polluants, notamment les foyers ouverts, les cheminées. C'est déjà le cas sur la vallée de l'Arve et on pousse très fortement pour que ça soit mis en place sur le territoire grenoblois. Un autre levier pour permettre de réduire les émissions de particules, on va rester sur la diapo d'avant, c'est d'utiliser un appareil performant, mais aussi de bien utiliser son appareil performant. Et bien utiliser son appareil performant, c'est adopter les bonnes pratiques de chauffage au bois. Donc c'est à la fois utiliser un bois sec, à la fois entretenir son appareil, le faire ramoner 2 fois par an, c'est une obligation réglementaire, et essayer d'allumer son chauffage par le haut. Donc c'est l'allumage par le haut, l'allumage inversé, et c'est un peu contre-intuitif. C'est pas ce qu'on nous a appris dans les manuels de scoutisme ou ONCO, mais il y a un gain sur l'émission qui est très très fort, parce que cette phase d'allumage de l'appareil de chauffage, c'est la phase la plus polluante. Et donc, votre appareil il va devoir être installé par un professionnel qui est qualifié, reconnu garant de l'environnement, RGE. Et donc, on a un réseau de professionnels qu'on anime sur le territoire avec des professionnels qui sont signataires d'une charte du chauffage au bois et qui s'engagent à faire les choses dans les meilleures conditions. Et dernier dispositif qui vient d'être mis en place, c'est un dispositif d'avance de la prime Air Bois pour les foyers modestes, pour justement éviter d'avoir à avancer les frais et permettre ce renouvellement. Et on sait que sur le territoire, on est à environ 12 000 foyers non performants, enfin
appareils non performants à renouveler. Donc si on veut atteindre les chiffres dont parlait Rémi tout à l'heure, c'est-à-dire il faut qu'on change 12 000 appareils. Donc ça paraît beaucoup, et à la fois, si on fait un comparatif avec le nombre de véhicules entre guillemets visés par la zone à faible émission dont parlait Rémi tout à l'heure, on est sur des différentiels qui sont x10. On est plutôt sur des centaines de milliers de véhicules à changer ou à éviter de faire rentrer dans l'agglomération grenobloise. Donc je vais passer la parole à Cécile pour justement vous présenter la zone à faible émission dont vous a parlé Rémi tout à l'heure, et donc la zone à faible émission sur les véhicules utilitaires légers et les poids lourds qui est en place sur le territoire. Alors, un petit focus sur cette zone à faible émission qui est en place depuis 2019 sur 27 des 49 communes de la métropole grenobloise, qui comprend 270 km², qui représente 90% des habitants et 95% de la métropole. Elle s'applique à tous les secteurs confondus, y compris les flottes publiques. On est parti sur une réglementation assez progressive avec les premières interdictions en 2019 des certificats qualité de l'air 5, en 2020 les certificats qualité de l'air 4, et là en juillet 2022 il va y avoir un nouveau pas à franchir pour les personnes concernées. Ce sera l'interdiction des CQA3 pour sortir du diesel en 2025. Cette réglementation qui a été mise en place, on l'a pas simplement mise en place en posant une contrainte. On a aussi mis en place tout un tas de mesures d'accompagnement pour accompagner les entreprises qui devaient changer leur véhicule. Alors il y a eu beaucoup de réunions d'information, d'animation, un soutien aux infrastructures de recharge GNV, hydrogène, électrique, bio-GNV, et puis un conseil individualisé que chaque entreprise de la métropole ou qui a une succursale sur la métropole, c'est un conseil gratuit où l'entreprise est reçue et où on la guide dans sa transition de son parc automobile. Et ensuite, on a un fonds AR véhicule qui vient en complément des aides de l'État et qui nous permet d'accompagner chaque entreprise qui veut changer son véhicule polluant pour un véhicule à faible émission, et on l'accompagne de 500 € à 18 000 €, sachant qu'on accompagne aussi bien pour l'achat d'un vélo cargo que pour un véhicule utilitaire léger que pour un poids lourd. On a aussi fait le choix sur la métropole, et ce n'est pas toujours le cas, d'accompagner l'achat, la location longue durée, d'accompagner l'achat d'un véhicule électrique, bio-GNV, hydrogène, parce qu'on pense qu'on ne peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier et que l'électrique ne réglera pas tout, et qu'il faut vraiment qu'on joue avec et qu'on utilise tout ce qu'on a à notre portée pour arriver à avoir des comportements et des véhicules plus vertueux. Donc, les bénéfices, bien sûr, sont multiples, hein, on les voit déjà. Les bénéfices de la ZFE M, véhicules utilitaires légers et poids lourds sur le territoire métropolitain, c'est des NOx en moins, c'est des particules en moins, c'est du bruit en moins. C'est quelque chose peut-être qu'on n'intègre pas assez, je trouve, dans nos réflexions, mais en fait, on l'a bien vu pendant cette période de confinement, quand il y avait moins de véhicules qui roulaient. Au départ, ça avait peut-être un côté un petit peu angoissant, mais en fait, on a réentendu les oiseaux, on a entendu des bruits de la ville et de la vie qu'on n'entendait plus, et c'est un aspect qu'on oublie souvent et qui est quand même assez important. Et bien sûr, on a gagné des gaz à effet de serre. Et donc là, je vous ai présenté la zone à faible émission VULPL, qui est déjà donc en place, et on a une zone à faible émission voiture et deux roues moteurs qui est encore en cours d'étude, qui maintenant est obligatoire et qui sera mise en place à partir de 2023. Alors la contrainte qu'on a, c'est que d'un côté, on a une contrainte réglementaire qui nous oblige, mais politiquement, il y a aussi une vraie volonté d'y aller. Donc en fait, on va faire de cette contrainte plutôt quelque chose de positif pour y aller. Et on a aussi la volonté d'accompagner les habitantes et les habitants de la métropole dans cette ZFE. Sur l'accompagnement, il y a un accompagnement sur la transition énergétique des véhicules, c'est-à-dire comment on va accompagner chacune et chacun à se débarrasser de son véhicule polluant pour un véhicule à plus faible émission. Mais il y a aussi, et j'allais presque dire surtout, comment on peut accompagner les gens, ceux qui le peuvent, à laisser la voiture de côté
et à se porter vers d'autres modes de déplacement. Ça peut être le vélo, la trottinette, la marche à pied ou le vélo à assistance électrique qui pourrait nous permettre d'aller un petit peu plus loin que ce qu'on peut faire avec un vélo mécanique. Je veux juste dire que c'est important ces deux point-là, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'idée de dire il faut changer un véhicule par un véhicule, parce que si on fait ça, si la zone à faible émission, c'est simplement remplacer des véhicules polluants par des véhicules à faible émission, en fait, on aura un petit peu raté notre zone à faible émission. L'idée, c'est vraiment de dire non seulement il faut changer les véhicules, mais il faut aussi changer nos habitudes. Il faut réduire notre nombre de kilomètres parcourus en voiture, et ça a été très, très bien expliqué tout à l'heure par Rémi. Donc, il y a vraiment cette idée de dire il faut qu'on change nos habitudes, il faut qu'on se pose la question à chaque fois qu'on prend la voiture, est-ce que vraiment je peux faire ou pas autrement, et qu'on y mette chacun du sien. Sur la contrainte réglementaire, il y a plusieurs facteurs. Il y a le périmètre, donc je ne vais pas dévoiler de grands secrets. Le périmètre de la ZFE, tout véhicule, elle est pensée sur 13 communes qui comptent Grenoble et en gros la première couronne avec les communes qui sont en périphérie. Il y a la question de la temporalité, c'est-à-dire à quel rythme on va, quel certificat de qualité de l'air on interdit, à quel moment. Est-ce qu'on fait une ZFE permanente ou pas ? Par exemple, à Paris, ils ont fait le choix de faire une ZFE de 8h à 18h, ce qui fait que de 18h à 8h du matin et le week-end, vous pouvez circuler avec votre véhicule, même si il est encore polluant. Non, mais ça c'est parfait. Merci. Voilà. Donc, je vous disais, sur la ZFE voiture et deux roues à moteur, on est encore en phase de réflexion. Ce qu'on sait, c'est qu'il y aura de toute façon une application de la loi climat et résilience qui nous oblige, à partir de 2023, d'interdire les certificats de qualité de l'air 5, en 2024 les 4 et en 2025 les 3. Ça, c'est quelque chose qui maintenant, de toute façon, nous est imposé, donc qu'on fera, c'est certain, il n'y a pas de souci. La question de la sortie du diesel, on ira. Maintenant, on est encore en train, parce que vous vous rendez bien compte que cette ZFE, c'est quelque chose de pas très intuitif en fait et assez compliqué à mettre en place, surtout quand on veut mettre en place les dispositifs d'accompagnement qui vont avec. Donc, on est en discussion, les 13 communes, puis les 49 communes, puis aussi avec les territoires voisins qu'on rencontre, parce qu'ils ne sont pas dans la ZFE, mais ils seront impactés, pour définir collectivement quelle sera la date la plus acceptable, j'allais dire, par le plus grand nombre pour sortir du diesel. Puis un troisième... une trajectoire qui est étudiée, qui irait jusqu'à la sortie de l'essence. Alors là, on est sur des chiffres 2028 pour la sortie du diesel et 2030 pour la sortie de l'essence, parce que c'est sur ces trajectoires-là que nous avons fait les études, que nous affinons à chaque fois pour voir jusqu'où on peut aller, à quel rythme et surtout avec quel accompagnement. Et donc une dernière diapo, après on va vous laisser la parole pour répondre à vos questions. Sur la sensibilisation citoyenne, donc avec Atmo Auvergne-Rhône-Alpes, on a développé un partenariat pour développer un objet qui s'appelle la Captothèque, qui est un dispositif de prêt de microcapteurs. Donc il y a 30 microcapteurs par mois qui sont prêtés aux citoyens de l'agglomération grenobloise. Donc c'est le petit capteur que vous avez en haut à droite qui est connecté à votre smartphone et qui vous permet d'avoir les émissions de particules en direct sur votre téléphone, de savoir à quelles émissions vous êtes, quelle concentration vous avez autour de vous et à quelle concentration vous êtes exposé. Et en parallèle, la métropole a proposé aux communes volontaires sur le territoire d'implanter des microcapteurs fixes. Donc c'est le microcapteur au centre de l'image. Donc il y a 30 microcapteurs qui ont été installés sur des bâtiments communaux dans un but de sensibilisation des communes et aussi dans un but futur d'avoir des données complémentaires de mesures sur le territoire pour peut-être à terme améliorer le modèle numérique développé par Atmo. Et donc tout ça se retrouve sur le site captothèque.fr et donc je vous invite, c'est très ludique,
d'aller emprunter le capteur pendant un mois. Et au milieu du mois, vous avez un atelier d'accompagnement animé par des experts d'Atmo pour vous guider dans l'interprétation des mesures que vous avez pu réaliser. Sur les différents sujets qu'on vient de vous évoquer, on a déposé aussi avec Clément plein de petits flyers là, sur le bar bus derrière vous, donc n'hésitez pas à les prendre en partant. Voilà. C'est votre moment. Si vous avez encore un peu d'énergie, c'est pas facile. Il y a des petits points, on peut mettre le siège. Oui, bonsoir. Bertrand Spindler, maire de la Tronche. Alors, le maire de la Tronche, il a un capteur sur un de ses bâtiments. Il est dans la ZFE, mais il a aussi l'hôpital couple-enfant sur son territoire qui accueille les enfants qui ont du mal à respirer. Et pour reprendre aussi ce qui a été dit tout à l'heure, le maire de la Tronche, il sait comment brûlent les choses. Donc, il y a en face de la mairie une vieille maison avec un monsieur qui a un poêle dans lequel il brûle non pas du bois, mais n'importe quoi, du plastique et du bois avec de la peinture, des solvants, des tas de choses. Et donc, ça fait la fumée que vous pouvez imaginer. Mais on n'a aucun moyen d'abord de rentrer chez lui et de lui faire changer les choses. Donc, le maire de la Tronche, il sait comment brûlent les choses aussi, puisque au pied d'Atanor, tous les jours, il y a une personne qui brûle des câbles pour récupérer le cuivre. Et donc, si vous allez vers 6 heures du matin, vous verrez ces fumées au pied d'Atanor qui polluent l'atmosphère et qui, en un jour, émettent sans doute beaucoup plus de particules et de cochonneries que vous dans votre voiture pendant un an. Alors, on essaye, on envoie la police municipale, on envoie la police nationale. On a porté plainte, on a aussi fait venir, et on a l'aide de France Nature Environnement et de tas de gens qui s'occupent de tout ça. Le procureur classe sans suite les plaintes. Le préfet me dit, monsieur le maire, débrouillez-vous. Donc en tout cas, on a... Pour essayer d'avoir de la crédibilité dans toutes ces actions qu'on essaye de faire collectivement, il faut qu'on puisse aussi, ces choses qui se voient, ces fumées horribles qui sortent, tant qu'on n'arrive pas à trouver des solutions, la question c'était bien comment agir, que faire. Pour être crédible dans nos actions collectives, il faut aussi qu'on trouve ces solutions pour... faire des choses visibles, empêcher que voilà, ce type de pollution puisse continuer à être visible, parce que les gens nous disent, vous nous faites rigoler avec tous les millions qu'on met pour l'usine d'incinération de Natanor, toutes ces contraintes qu'on va nous mettre sur la ZFE, tant qu'on n'arrive pas à régler ces petits problèmes ou gros problèmes de comportement, et quand la justice, le préfet, la police nationale ne nous aident pas, on est un petit peu coincé. Donc après, il nous reste peut-être à faire appel à l'opinion, mais on est dans cette difficulté. Donc voilà mon témoignage, et puis ma question, c'est aussi toujours que faire. Est-ce que vous avez la capacité à répondre à ce stade-là? Moi, j'ai juste une réaction, autant de citoyens que de chercheurs, que c'est que d'abord, ça fait très plaisir d'entendre des élus motivés, complètement conscients des problèmes et qui font de leur mieux avec tous les moyens faibles ou importants qu'ils ont entre leurs mains pour agir sur les sujets importants. Je suis sûr que votre commune est aussi exemplaire sur le brûlage des déchets verts, qui est une autre source très importante et problématique de pollution. Mais c'est vrai que ce que vous dites, pour moi, c'est le constat que nos sociétés sont aptes à réagir aux crimes, aux atteintes et qui entraînent des décès rapides. Voilà, s'il y a un meurtrier, on fait tout pour l'arrêter. Mais ce qui nous tue
petit feu, on a encore du mal à développer les outils pour s'en débarrasser, alors que quand ça se cumule, on a des impacts qui sont aussi qui sont aussi réels et beaucoup plus importants que ceux liés à la criminalité ordinaire. Donc effectivement, je pense c'est sûr qu'il est important, et à mon avis beaucoup sont sensibilisés, que les gendarmes, les policiers sachent aussi agir sur ces émissions qui sont extrêmement problématiques. Je peux enlever mon masque. Bonsoir, merci pour la présentation. J'aimerais savoir qui se charge de définir les niveaux d'indices et est-ce qu'ils sont en lien avec les recommandations de l'OMS, et finalement, en fait, quand est-ce qu'il est bon de faire du sport à Grenoble en fonction de ces niveaux d'indices? Alors, c'est une bonne question. Les niveaux d'indice, ils sont définis par un arrêté national. Donc, en fonction des polluants, on va avoir des gammes qui vont se répartir pour les différentes couleurs. Et quand on va passer un niveau de concentration, on va passer dans la couleur suivante. Et non, ils ne sont pas toujours calés sur les seuils de l'Organisation mondiale de la santé, sinon ça serait trop simple. Mais globalement, il y a quand même une cohérence à peu près entre les seuils de l'OMS, les valeurs réglementaires et les différentes couleurs. On va dire que tant qu'on est en bleu et en vert et en bleu, pardon, on est sur une qualité de l'air qui est bonne. Dès qu'on commence à aller sur le jaune, ça veut dire qu'on a un des polluants qui commence à être sur des niveaux de concentration assez élevés. Et puis sur le rouge et le violet, là, on commence à être sur des niveaux assez critiques. On va dire que d'une règle générale, je laisserai les épidémiologistes mieux répondre que moi, mais il est toujours bon de faire du sport pour sa santé. Ça, c'est toujours quelque chose qui est très bon. Par contre, quand même, dès qu'on annonce un indice rouge, il vaut mieux quand même limiter le niveau de sport et en tout cas l'intensité. C'est-à-dire que quand on a un indice rouge, l'idéal, c'est de ne pas prendre votre voiture et du coup d'aller, on va dire, à un rythme plutôt modéré en vélo ou à pied, d'avoir une activité physique mais sans trop de surventilation. Et on va dire même peut-être des fois, dès le niveau jaune, pour les populations les plus sensibles, de réduire en tout cas son taux de ventilation au quotidien. Et voilà, la question n'est pas complètement simple pour l'activité physique. Effectivement, ce serait dommage de se priver d'activité physique à chaque fois que la pollution monte un petit peu. Mais c'est sûr que dès qu'on souffre de problèmes respiratoires ou qu'on ressent la moindre gêne, il est recommandé de limiter cette activité. On peut aussi rappeler que dans l'air intérieur, si c'est un pic qui est plutôt d'ozone, on ne va pas forcément avoir d'ozone qui est beaucoup moins présente dans l'air intérieur. Pour les particules fines, c'est différent, mais les niveaux peuvent être aussi un petit peu plus faibles en intérieur. Donc, il y a peut-être moyen de faire de l'activité physique à l'intérieur dans ces moments-là. Et puis, il y a aussi la question d'ailleurs de la chaleur qui, en cas de forte chaleur, est pas forcément adaptée aussi à l'activité physique. Et pour compléter, pour ne pas avoir à se faire des nœuds au cerveau tous les jours en fonction de l'indice, sur l'application notamment Air2Go, vous avez la corrélation entre l'indice qui est affiché et justement les recommandations sanitaires, d'une part pour les personnes sensibles et vulnérables et d'autre part pour le grand public. Donc ça permet au quotidien de, entre guillemets, moins se poser la question, et en fonction de l'indice et du polluant qui fait l'indice, on adapte justement ces recommandations et donc de pouvoir rapidement avoir l'information. Et juste pour compléter, donc vous parliez tout à l'heure de l'OMS. En fait, l'OMS donne des recommandations, ce ne sont pas des normes. Il faut savoir qu'ensuite, les États sont souverains pour appliquer des normes et que donc nous, on suit des normes à l'échelle européenne et qu'effectivement, il y a des deltas, puisque là, par exemple, l'OMS vient de revoir ses recommandations. Ces révisions, en fait, prennent énormément de temps, font suite à de nombreuses consultations et en fait, l'Europe n'a pas pu encore s'adapter aux dernières recommandations qui sont sorties en octobre 2021. Voilà. Donc il y a des processus qui prennent beaucoup de temps, avec des effets retard. Mais voilà, juste pour dire que l'OMS ne sont pas des normes. Voilà. Oui, bonsoir. Fabienne Germy, je suis médecin hospitalier. J'aimerais savoir comment vous arrivez à définir l'imputabilité des décès aux particules fines. Comment vous arrivez à savoir qu'un AVC est dû à la pollution plutôt qu'à l'histoire naturelle de la maladie? Très bonne question. C'est pas une imputabilité, ou c'est pas en tout cas une imputabilité au niveau individuel, c'est une attribuabilité qu'on estime. C'est-à-dire que effectivement, je vais pas apprendre à un médecin que si on peut identifier la cause d'un décès et dire voilà, c'est un accident vasculaire cérébral, un infarctus du myocarde, il n'y a pas de signature spécifique
aux causes de cette maladie. Même dans le cas d'un cancer du poumon, même chez quelqu'un qui fume, on ne peut pas avoir l'absolue certitude que le cancer n'aurait pas fini par survenir si la personne ne fumait pas. Les polluants, on peut les mesurer, mais disons que le fait que tel accident cardiaque soit déclenché par les polluants ou pas, ne laisse pas de traces. Ce sont des meurtriers qui n'ont pas d'empreinte digitale, contrairement à ceux qui sont de nature humaine. Et c'est le cas de la plupart des maladies qui ont une composante environnementale, qui sont de toute façon des pathologies multifactorielles. Donc en fait, les particules contribuent en partie à certains des accidents vasculaires ou des décès, et notamment cardiovasculaires. Et donc la façon dont on estime cette fraction de risque attribuable, c'est 150 décès par an dans le cas de Grenoble, c'est en s'appuyant sur des relations dose-réponse qui montrent de combien augmente la mortalité quand la pollution augmente, qu'on construit avec nos cohortes épidémiologiques ou avec des analyses qu'on appelle en série temporelle, en mettant en relation la mortalité et la pollution, et qui permettent de voir globalement que voilà, quand la pollution augmente de 10 microgrammes par mètre cube, la mortalité augmente de tant de pourcents. Et ensuite, en s'appuyant grâce au modèle et aux données d'Atmo-Van-Rhône-Alpes sur la distribution de l'exposition, eh bien, on reconstruit les choses, c'est-à-dire qu'on va dire il y a tant de personnes qui sont à 5 microgrammes avec un niveau de risque minimum, tant de personnes qui sont à 6 avec un risque un petit peu accru, tant de personnes qui sont à 7, à 10, à 15, etc. Et on additionne tous les décès attribuables à chacun de ces niveaux. Et c'est comme ça qu'on a cette estimation, mais c'est une estimation collective. On n'est bien sûr pas capable d'identifier les personnes qui individuellement sont décédées du fait de la pollution. Mais ça ne veut pas dire que les décès ne sont pas réels et que si la pollution disparaissait, il n'y aurait pas d'impact. Il y aurait un impact chez des gens qui ne sont pas identifiés, mais qui aujourd'hui décèdent de ces maladies dues à la pollution, comme les pathologies cardiovasculaires et dans une moindre proportion les pathologies respiratoires. Oui, bonjour. J'aurais deux questions. La première, c'est quels sont les 5 polluants qui sont dans l'indice Atmo et pourquoi pas les autres et pourquoi ces 5-là. Et mon autre question, c'est par rapport à l'ozone. Vous avez dit, vous avez donné des leviers pour améliorer les concentrations en particules fines, mais l'ozone, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il y a des leviers? Où on parle du réchauffement climatique, mais est-ce qu'il y a... D'où ça vient, en fait? Il y a bien une production humaine qui augmente l'ozone. Voilà. Eh ben, c'est des bonnes questions. Alors, sur l'indice Atmo, on a les particules fines PM10 et PM2,5 qui sont pris en compte, les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre et l'ozone. Je pense que j'en oublie pas, oui, c'est ça. Voilà, donc ces 5 polluants, c'est parce que c'est 5 polluants qu'on appelle à enjeu, s'ils ont été décidés au niveau national pour être intégrés, parce que c'est des polluants sur lesquels on est encore justement sur des niveaux de concentration qui ont un impact sur la santé et qui sont suffisamment élevés pour être surveillés. Les autres polluants qui sont réglementés dans l'air ambiant, on les surveille au quotidien aussi, notamment les métaux lourds, les dioxines, les HAP. Enfin, voilà, il y a beaucoup d'autres polluants qu'on surveille, mais où les niveaux sont encore à enjeu, mais en tout cas évoluent beaucoup moins dans le quotidien. Et sur ces 5 polluants-là, on a une évolution quotidienne importante et un impact sur la santé. C'est pour ça qu'ils ont été décidés d'être intégrés dans l'indice Atmo. Pour l'ozone, je refais rapidement, j'espère que tout le monde a écouté, mais je le refais quand même. C'est un polluant secondaire qui vient des oxydes d'azote et des composés organiques volatiles sous l'effet de la chaleur et qui va donc se créer sous l'effet de la chaleur et de l'ensoleillement. Ce qui est compliqué avec l'ozone, c'est que, je vous explique ça d'une part, mais le parallèle n'est pas vrai. Alors, ce n'est pas proportionnel. Si on réduit les précurseurs de l'ozone, on ne va pas forcément réduire l'ozone, ce qui est un peu contre-intuitif. C'est-à-dire que si on réduit les oxydes d'azote et les composés organiques volatiles, on ne va pas forcément avoir une réduction de la formation d'ozone. Il faut qu'on atteigne des niveaux vraiment drastiques de réduction de ces 2 précurseurs pour voir une réduction de l'ozone. C'est-à-dire qu'on a une courbe un peu en cloche, comme ça. C'est qu'en réduisant les précurseurs, on va d'abord avoir une hausse d'ozone avant d'avoir une baisse d'ozone. Ce qui complexifie d'une part les actions à déployer,
Et d'autre part, l'ozone, c'est un polluant qui est un grand voyageur, donc qui va beaucoup se déplacer sur les territoires. Donc l'ozone qu'on va avoir sur notre territoire en Auvergne-Rhône-Alpes, il va être en partie dû à des masses d'ozone qu'on va récupérer par exemple du nord de la France et qui va finir par se charger en ozone sur nos territoires, et donc on va dépasser les niveaux de concentration sur notre territoire. Mais en fait, on n'est pas les seuls à devoir agir sur l'ozone. Donc autant pour les autres polluants, depuis le début, on vous dit si on réduit les émissions de chauffage au bois sur le territoire, ça améliore directement votre santé à vous et l'air que vous respirez. L'ozone, pour agir sur l'ozone, c'est vraiment un plan qui doit se traiter au niveau régional, national et voire européen. Et on a d'ailleurs le préfet de région qui a mis en place un plan ozone là sur 5 ans pour essayer de réduire ces créations d'ozone sur le territoire. Et on espère être suivi au niveau national et européen pour faire baisser ces niveaux d'ozone globaux qu'on récupère d'autres territoires et qu'on finit, nous, d'incrémenter. Donc c'est un vrai enjeu de compréhension du fonctionnement chimique de ce polluant et justement des leviers qui sont malheureusement pas aussi évidents que pour les autres polluants que sont par exemple les particules fines ou les oxydes d'azote. Et finalement, si on veut aussi réduire les zones, en fait, il faut qu'on limite le réchauffement climatique parce que ce que l'on voit, donc Gladys vous a expliqué tout à l'heure tous les processus de formation et on voit que même si on diminue les précurseurs, on ne va pas tout de suite diminuer les concentrations d'ozone parce qu'en fait, elles se forment quand on a des périodes de... Il faut de l'UV, en fait, c'est un polluant photochimique et donc il faut en fait qu'il y ait de la chaleur. Et donc quand on a... Il est vraiment propulsé quand il y a des vagues de chaleur. Et donc c'est sûr que si on arrive à limiter le réchauffement climatique, on aura moins de vagues de chaleur et on arrivera à limiter cette formation d'ozone là qui s'accroît depuis quelques années. Bonjour, deuxième élu à prendre la parole. Désolé de capter aussi l'auditeur. Merci d'abord beaucoup pour ces conférences, cet engagement de longue durée. Je pense que ce qui est marquant pour nous toutes et tous, c'est que la science fait des progrès et qu'on est là dans un domaine médical qui est autour de la santé environnementale et qu'à un moment où tout le monde parle que de soins, je pense que c'est important de voir comment on peut faire bouger les curseurs aussi sur cette recherche dans la santé environnementale parce qu'on voit que les enjeux sont colossaux. On parle d'un enjeu qui est quasiment de l'échelle de la cigarette et donc c'est très fort pour nous toutes et tous. Quelques réactions aussi, dire que évidemment si on commençait nos discussions politiques par voir ces slides qui sont publics et qu'on a déjà vus, évidemment comme décideur politique c'est difficile après de dire on s'en occupe pas. Pour continuer à ne pas agir, il faut d'abord être ignorant parce qu'une fois qu'on connaît ça et qu'on voit qu'il y a une corrélation quasi directe entre les politiques que l'on conduit et le résultat avec un impact aussi fort sur la santé, tout l'enjeu pour nous, en tout cas décideurs politiques, c'est de voir comment on diffuse parmi les décideurs politiques d'abord cette information et comment on la diffuse partout pour que les décideurs politiques s'en soucient, parce que c'est en continuant de ne pas s'en soucier et ne pas regarder les chiffres qui nous sont donnés là qu'on peut continuer à ne pas agir. Donc ça, c'est un élément marquant et ça fait rebond quand même dans les progrès là, de la science et notamment de cette étude mobilière qui est pointée sur tout l'enjeu autour de qu'est-ce qu'on fait sur la circulation automobile et qu'est-ce qu'on fait sur le chauffage. Le chauffage, on l'a lancé en 2015 avec le vice-président de l'époque à l'environnement, Jérôme Dutroncy. C'était le deuxième territoire en France à lancer une prime air-bois. Mais on voit là que sur les études sur le caractère oxydant montrent qu'en fait l'enjeu de la partie véhicule est majeur. Et donc les enjeux qu'on a devant nous et qu'on a devant nous dans les semaines à venir sur la zone à faible émission pour les véhicules vont être colossaux. Et donc là, l'enjeu de démocratie et de débat public, parmi les élus, mais aussi parmi la population, il est colossal. L'enjeu, il est majeur pour notre santé, à la fois financièrement, ça a été montré, mais aussi pour notre santé tout court. Et derrière, il y a deux questions qui arrivent pour nous. C'est il faut agir. Et donc, une fois qu'on n'est pas ignorant, c'est difficile de ne pas agir. Et les deux questions qui arrivent derrière, c'est qui paye, comment on finance ces investissements qui sont importants. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que le scénario le plus favorable, finalement, c'est un scénario qui s'appuie sur le vélo et sur le VAE, notamment, donc sur vélo à assistance électrique. Ce qui, pour nous, élus, n'allait pas de soi. On pense souvent à aménagement du tram, parce que, même si je pense vélo, évidemment, mais on pense souvent à aménagement du tram parce qu'aménagement urbain, etc. Mais là, finalement, on nous guide sur les politiques publiques vers le vélo. Et puis, la deuxième dimension qui est très forte, c'est quel accompagnement.
puisque une fois qu'on a dit qu'il fallait faire bouger, et notamment réduire le nombre de véhicules kilomètres parcourus de 36%, il faut voir comment on accompagne ça socialement. Et donc là, on a tout un panel là aussi d'efforts publics à faire. La métropole de Strasbourg vient de mettre 50 millions d'euros pour cet accompagnement autour de cela. Et donc, c'est des choix qui sont cruciaux, sachant que les enjeux vont être autour du diesel. Est-ce qu'on fixe une date ou pas pour la sortie de diesel? Les enjeux vont être pour les mesures d'accompagnement, les véhicules d'occasion, les trottinettes, les VAE. Il y a des entreprises qui donnent des véhicules de fonction. Est-ce qu'on peut faire ça? Il y a des métropoles qui offrent des véhicules, des vélos aux jeunes. Est-ce qu'on peut faire ça? Bref, on a là tout un panel de décisions. On a des taxis collectifs. Moi, j'ai discuté avec des maires de grandes villes d'Afrique. Les taxis collectifs, c'est un modèle en fait qu'on pourrait importer et qui, pour les horaires décalés, pourrait être efficace aussi. Bref, on a tout un panel là d'offres à mettre en place qui ont un impact direct. Et moi, c'est ça qui me frappe depuis que je bosse sur l'air, grâce notamment aux scientifiques, c'est que c'est l'endroit où il y a une corrélation la plus directe entre les politiques publiques et le résultat. Et donc, on a une responsabilité qui est immense en la matière. Et pour ça, on a besoin aussi de vous, parce que là, on est 3 élus, Cécile sur la Seine, Bertrand, moi. Il faut aussi aller taper à la porte des élus pour qu'ils s'asseyent, parce qu'une fois qu'on a vu ça, c'est quand même compliqué de ne rien faire, il me semble, ou sinon il faut vraiment bien se mettre la cagoule sur la tête, quoi. Merci, bonsoir. Merci pour la présentation. J'ai une petite question au sujet de l'inertie des solutions que vous proposez. On a vu la dernière conférence qui a plus parlé sur le réchauffement climatique, que les mesures qu'on allait prendre prendraient des effets sur des durées de 15-20 ans. Si aujourd'hui on applique les changements drastiques sur, par exemple, les chauffe-eau, etc., en combien de temps on verrait des résultats concrets apparaître? Est-ce que ça va être très rapide, instantané, voire pour tout ce qui est particules fines? Ou est-ce que justement ça va être un peu comme le réchauffement climatique, des choses dont il faut agir maintenant parce que le problème va encore s'étaler durant des années, même si on change nos habitudes aujourd'hui? Alors, c'est une bonne question et la réponse, c'est tout de suite. et voilà. Et c'est un des enjeux sur la qualité de l'air, c'est ce qu'on expliquait, c'est que c'est vraiment quelque chose qui est immédiat et dans notre quotidien. Il y a les polluants qu'on émet et le fait qu'ils restent ou pas dans l'air. C'est-à-dire que, par exemple, dès qu'il pleut, l'atmosphère va être lessivée et on va respirer un air sain. Vous allez voir si vous suivez un peu l'éclairage de la Tour Perret, on peut monter dans le rouge. Pour faire descendre le niveau de l'indice, il y a un des critères, ça va être de réduire les émissions, mais l'autre, si l'atmosphère se fait lessiver, on respire un air plus sain. Donc ça veut dire qu'on peut faire disparaître cette pollution facilement. On fait, nous, des simulations des effets de la mise en place de la ZFE, du fonds Airbois. C'est des effets qui sont très court terme. Et on a eu, entre guillemets, la chance, avec le confinement, d'avoir une expérimentation grandeur nature de la mise en place d'actions. On peut faire tous les modèles qu'on veut. On s'est rendu compte, pendant le premier confinement, qui a été le confinement le plus strict, on a eu une réduction au niveau des oxydes d'azote dans les concentrations dans l'air de l'ordre de 70 à 80% des concentrations d'oxyde d'azote, notamment en proximité routière pendant le premier confinement. Donc là, vraiment, dans les faits, on s'est rendu compte que dès 1, 2 ou 3 jours après l'arrêt d'une grande partie de la circulation des véhicules et de l'arrêt de quelques industries, vraiment une diminution flagrante des concentrations dans l'air. Donc en tout cas, pour les oxydes d'azote et les particules fines, c'est vraiment des polluants sur lesquels, si on arrête de les émettre ou si on brasse l'air qui les contient, on se retrouve à avoir une réduction vraiment rapide de leur concentration et donc un effet sur la santé qui sera intéressant si ça perdure dans le temps. C'est-à-dire que là, pendant cette période de confinement, vous avez respiré un air plus sain. Ça n'a pas annulé tout ce que vous aviez respiré avant. Enfin voilà, malheureusement. Ou aller prendre une bouffée d'air dans un bar à oxygène, comme on peut voir en Asie, ça annule pas tout ce que vous respirez pendant le reste de l'année. C'est vraiment cette exposition chronique à la pollution de l'air qui a un impact et donc arriver à mettre en place des actions qui ont un effet immédiat. Et on peut quand même, pour compléter sur la partie santé, effectivement, c'est crucial tout ça, c'est-à-dire qu'effectivement, contrairement aux gaz à effet de serre qui ont une très forte inertie et qui, donc, une fois qu'ont été émis, vont rester très longtemps dans l'air, les particules, du fait qu'elles soient solides et que ça ressemble un petit peu à des petites balles de ping-pong toutes petites et très légères, quand on arrête de les émettre, assez vite, leur niveau baisse et elles sont lessivables. Et les effets sur la santé, dès que ça baisse, il y aura des bénéfices du point de vue des effets à court terme de la pollution, comme l'induction de crises d'asthme,
par exemple, et certains effets aigus, une fraction de la mortalité. Et les autres effets, effectivement, comme nous le dit Gladys, c'est sur le plus long terme, c'est-à-dire au bout de 1 an, 5 ans, 10 ans, que l'ensemble du bénéfice surviendra. Donc c'est pour ça qu'on s'est projeté dans l'étude que j'ai présentée plutôt sur le moyen terme. Il y a une quinzaine d'années avant que l'ensemble des bénéfices surviennent. Mais ce qui ne veut pas dire qu'effectivement, il n'y a pas de bénéfices à court terme. Il y a une part de progressivité. On s'achemine vers la fin de cette conférence, donc on prend encore une ou deux questions. Il y en a beaucoup. Donc des questions courtes, s'il vous plaît, et des réponses courtes. Ok, merci. Au fond, il y a un monsieur qui pose des questions depuis longtemps aussi. Il lève la main. Moi, j'avais une question par rapport au fait de dépolluer, en fait, parce qu'on a parlé beaucoup de réduire les émissions, enfin de réduire notre pollution, mais comment on fait pour, par exemple, dépolluer si jamais il y a un pic? Est-ce qu'il y a des méthodes qui permettent d'extraire les particules, je sais pas, qui permettraient d'assainir l'air rapidement, ou bien en tout cas aider à assainir l'air? Et en lien avec cette question aussi, je pensais à ce que vous disiez par rapport à l'air qu'on respire à l'intérieur de chez nous. Moi, j'ai entendu toujours qu'il faut ouvrir les fenêtres, il faut aérer chez soi. Est-ce qu'on peut aérer quand il y a un pic de pollution dehors? Est-ce que ça fait sens? Et aussi, quelles sont les choses que je peux mettre en place chez moi pour avoir un air plus sain à respirer chez moi? Voilà. Donc, sur les solutions pour dépolluer. Alors, notre meilleur atout quand on est en pic de pollution, c'est la pluie. C'est ce qui permet de lessiver l'atmosphère du jour au lendemain et de refaire tomber les concentrations au plus bas, ou alors des coups de vent qui vont permettre de relancer la circulation dans notre Y grenoblois et derrière de disperser les polluants. Alors, il y a bien des solutions technologiques qui sont à l'étude. Il y a des solutions un petit peu loufoques à l'étude, notamment alors en Chine, ils sont en train de mettre en place des immenses tours de plusieurs centaines de mètres de haut chargés de charbon actif qui ont des effets Venturi et qui aspirent l'air et qui sont capables de diminuer de 20 microgrammes par mètre cube les concentrations. Mais il faut savoir qu'ils partent de très haut, ils sont à 200 microgrammes. Et est-ce qu'on veut avoir ce genre de tour à tous les ronds-points, puisque finalement, il faudrait peut-être en mettre beaucoup. Non, je pense que clairement, la seule chose, c'est d'être sobre sur nos émissions. Donc, par exemple, quand on est en pic de pollution, on le répétera jamais assez. Si vous avez un autre mode de chauffage que le faux chauffage au bois, n'allumez pas votre cheminée, même si ça vous fait très plaisir le week-end. Moi, c'est interdit chez moi. Mes enfants me traitent d'ayatollah, mais c'est comme ça. Et donc, je pense qu'on peut tous faire à notre niveau des choses pour les diminuer. Et puis... Oui, je suis juste un petit passage. Nous, on peut rester un peu plus longtemps, hein, si jamais, au cas où. Il y a encore, on voit qu'il y a plein de questions et on a du temps, donc quitte à être là, voilà. On s'est concerté du regard. Pour la question de la ventilation et des transferts air intérieur et air extérieur, c'est une très bonne question. La question, elle est souvent posée. En air intérieur, on a d'autres composés que ceux que je vous ai présentés là et qui sont notamment émis par tout ce qui va être colle, solvant, produits ménagers, combustion de bougies, d'encens. Choix des meubles, quand vous achetez des meubles neufs, que vous les mettez chez vous, eh ben, ils vont émettre énormément de polluants de l'air ambiant. Donc achetez des meubles d'occasion, hein, ça a un effet global sur tous les points, ça sera toujours bénéfique. Et donc on se retrouve avec des concentrations dans l'air en polluants de l'air intérieur qui sont très nocifs. Et donc en vrai, il faut vraiment tout le temps aérer son logement ou avoir un système de ventilation performant. On conseille quand même vraiment de ventiler le plus possible et d'amener de l'air extérieur vers l'air, enfin de brasser en fait, d'évacuer ces polluants de l'air intérieur vers l'extérieur. Quand on est en pic de pollution, la question peut se poser. La recommandation que nous on donne, c'est quand on est en pic de pollution hivernale. Ça c'est plutôt une pic de pollution aux particules liées au chauffage. Donc on va avoir les concentrations les plus faibles sur le milieu de la journée. Donc si vous êtes chez vous ou à votre bureau plutôt en milieu de journée, il vaut mieux ventiler à ce moment-là parce que les concentrations de particules fines sont un peu plus faibles. Mais bon, sur des jours d'accumulation, on reste quand même sur des niveaux élevés. Mais à choisir, il vaut mieux le faire à ce moment-là. Et l'été, pour l'ozone, c'est l'inverse. Hein. C'est-à-dire que vu que l'ozone se crée quand il y a un fort ensoleillement, le matin, on a des niveaux de concentration d'ozone un petit peu plus faibles. Donc il vaudrait mieux ventiler le matin. Ce qui est assez instinctif dans les deux cas avec la température qu'il fait dehors. Donc voilà, faites-vous confiance. Mais sur des jours d'accumulation de beaucoup de polluants, on se retrouve en fait malheureusement dans un cas où ni l'air extérieur ni l'air intérieur est vraiment très bon et où il faut vraiment qu'on arrive à plutôt faire baisser ces niveaux d'air, mais quand même ventiler vos logements. Les polluants de l'air intérieur sont vraiment très nocifs pour la santé. Bonjour.
Il me semble que vous avez évoqué que dans votre étude pluridisciplinaire, il y avait des psychologues et des sociologues qui travaillaient sur les leviers de modification du comportement. Quand j'ai vu l'éclairage de la Tour Perret, d'abord, je me suis dit c'est super cool. Et après, je me suis demandé s'il n'y avait pas un risque d'effet levier où si on a plusieurs jours avec la Tour Perret qui soit verte, tout le monde prend sa voiture le lendemain. Est-ce que vous connaissez bien les Grenoblois? Ils ne sont pas comme ça. Alors, c'est une bonne question. On ne l'a pas vu dans ce sens-là. La question se pose. Alors, j'espère que les gens ne sont pas tordus à ce point-là, de se dire, tiens, c'est pas pollué, je vais prendre ma voiture pour aller polluer un peu plus. Bon, voilà, la question se pose. Hein. L'idée, c'était plutôt de sensibiliser sur cet enjeu de la qualité de l'air, des polluants de l'air et des actions qui peuvent être menées. Mais bon, on verra à l'observation. Hein. On a beaucoup d'observatoires, notamment avec la métropole de Grenoble et le SMAG, sur justement la circulation sur les différentes voies, des boucles de comptage pour voir l'évolution du trafic en fonction des jours. Alors de là à corréler l'un et l'autre, mais en tout cas, bon, c'est une bonne question et c'est une bonne étude sociologique, je pense, sur les comportements humains. Oui, bonsoir et un grand merci pour vos présentations qui sont très complètes et très complémentaires et vraiment, je pense que c'est dommage que nous ne soyons pas très nombreux à regarder ces slides parce que vraiment, elles apportent beaucoup d'informations. Je voulais demander quelle était la politique de la métropole pour améliorer les transports en commun parce que la ZFE et les 30 km/h sont vus sur 11 communes. Or, nous ne bénéficions pas forcément d'habitat sur les zones les plus plates où on peut utiliser le vélo de façon régulière et systématique et dans tous les cas. Les communes avoisinantes sont assez mal desservies, et en particulier aux heures de grand trafic, et obligent à rejoindre un lieu où nous allons trouver des transports en commun faciles, pour pallier à ce manque. Et je pense que là, il y a une politique qui devrait être volontariste pour améliorer ces transports en commun sur les zones périphériques. Merci. Alors, je vais essayer de répondre sans avoir vraiment de réponse, mais je partage complètement ce que vous voulez me dire et on le voit bien quand on discute avec les communes concernées par la ZFE. C'est pas tout à fait la même chose pour une ville comme Grenoble qui a tous les transports en commun à disposition que une ville comme Volnavay-le-Haut ou Volnavay-le-Bas qui est beaucoup plus éloignée. Donc il y a un réel besoin effectivement de faire un maillage des transports en commun un petit peu plus serré pour que chacun puisse s'y retrouver ou qui vive sur la métropole. Mais il y a aussi des systèmes, j'allais dire, des systèmes D qu'on peut mettre entre nous en place. Je pense à l'autopartage, à lutter contre l'autosolisme, etc. Et l'idée quand même de la ZFE, c'est de dire que les communes qui sont éloignées, mais qui sont impactées par la ZFE, mais qui ne sont pas dans la ZFE, doivent pouvoir venir avec leur véhicule, les laisser en entrée de ZFE et ensuite prendre les transports en commun. On serait vraiment sur du multimodal. Il y a encore beaucoup de choses à construire. Il ne faut pas qu'on ait peur d'inventer des choses nouvelles. Ça va demander un peu de temps, un peu de moyens, voire beaucoup de moyens et beaucoup d'imagination aussi, je crois. Et il faut vraiment que sur ces questions-là, on soit très, très ouvert sur nos nouveaux modes de déplacement, que ce soit à titre personnel ou plus collectif. Alors les questions fusent, les gens se battent pour attraper le micro. Je propose qu'on prenne les deux dernières questions parce que, vous voyez, la lumière s'éteint, il faut aller se coucher. Bonsoir, merci beaucoup pour votre intervention. Moi j'avais une question concernant la ZFE. J'avais pas bien compris au niveau du financement, j'ai entendu entre 500 et 18 000 euros. Moi je voulais savoir pour un particulier, du coup c'est une prime à la casse, c'est ça? Et pour chaque personne, combien d'argent est-ce qu'il aura accès pour changer son véhicule? Est-ce que c'est pareil s'il s'engage à acheter un véhicule électrique, une trottinette électrique, un vélo? Et du coup, est-ce que vous avez une estimation du coût total de ces primes à la casse, je suppose?
Alors, l'aide que j'ai présentée tout à l'heure, c'est pour la ZFE qui est en place. Donc, c'est pour la ZFE qui s'adresse aux véhicules utilitaires légers et aux poids lourds, donc aux professionnels. Sur la ZFE, tout véhicule qui n'est pas encore en place, tout ça est en pleine construction. Et effectivement, on réfléchit à un accompagnement, pour un achat de nouveaux véhicules et un autre accompagnement pour du report modal, genre un pass mobilité qui donnerait une certaine somme à chacun et chacune pour lâcher, entre guillemets, la voiture et prendre d'autres transports. Mais tout ça, pour l'instant, est en construction. C'est pour ça que je peux difficilement en dire plus aujourd'hui. Vous avez bien senti dans ma présentation que c'est un des enjeux forts de la ZFE. C'est comment, en même temps, on développe suffisamment le maillage de transport en commun pour que ce soit plus facile de lâcher sa voiture, et en même temps, comment on accompagne ceux qui ne pourront pas se passer de voiture sans laisser personne au bord de la route. En tout cas, c'est dans les tuyaux, c'est quelque chose qu'on a en perspective et sur lesquels on travaille et on réfléchit. Du coup, je suis désolé, mais toutes les dates que vous avez montrées, c'était pour les entreprises, c'était pas pour les particuliers. Oui, c'est ça. D'accord, La ZFE qui est en cours en ce moment, c'est pour les entreprises et les flottes publiques, mais pas pour les particuliers encore. Pour les particuliers, c'est à partir de 2023. Du coup, c'est une question pour les élus locaux et la métropole. Comme l'investissement est limité, est-ce qu'il ne serait pas plus pertinent d'offrir des primes pour que les Grenoblois et les citoyens de la métropole changent leur véhicule, ou de développer les transports en commun, notamment le tram ou pourquoi pas le RER, plutôt que d'investir 57 millions d'euros dans un métro-câble qui risque de ne pas servir à grand monde? Alors là, je ne vais pas être très courageuse. Déjà, je vais appeler au secours parce que, en fait, je ne suis pas la seule élue dans la salle et je crois que c'est important que chacun s'exprime. Je vais juste un tout petit point sur le RER métropolitain. C'est un des enjeux fondamentaux aussi de cette ZFE. Si on veut qu'elle fonctionne bien, il faut qu'on ait le RER métropolitain. On est en discussion avec la région. C'est pas aussi simple que ça parce que ça a un coût, parce que et l'État et la région ont un peu tendance à se défausser sur la collectivité sur cette question-là. Mais on y travaille et je vais laisser mes collègues élus dans la salle répondre sur le métro-câble. Pas toujours très courageux. C'est surtout que j'étais pas là sur le précédent mandat, donc je ne serai pas suffisamment précise pour vous répondre. Oui, il n'y a pas une solution unique, et ça a été dit. Il y a des multiples solutions. À tel endroit, il faut le câble. À tel endroit, il faut le RER. À tel endroit, le tram, les vélos, les pistes cyclables. Donc chacun, dans cette multiplicité de solutions, trouvera la sienne. Voilà. Et c'est des choses qui vont se construire aussi collectivement avec cette multiplicité de choses. Donc s'il y a, avec aussi les prix et les financements à trouver. Mais personne n'a une solution unique, personne ne dit une solution unique. C'est une multitude de choses qui sont étudiées. Voilà. Je sais pas si... Oui, il y a des arbitrages à faire. Il y a quelques arbitrages à faire. Il y en a qui sont évidemment sur où on investit notre argent. Et là, le message que nous envoie l'étude Bobilaire, c'est que, évidemment, le transport en commun structure l'espace public, permet plein de choses, mais qu'il y a des scénarios qui sont peut-être moins gourmands en finances publiques parce que s'appuyant moins sur les transports en commun, mais avec la dimension réglementaire permettant de baisser la circulation des véhicules et s'appuyer plus sur les vélos, et notamment sur les vélos à assistance électrique, parce qu'il y a plein de gens qui, effectivement, doivent aller sur les pentes, doivent faire des bornes, n'ont pas forcément la capacité physique, ne peuvent pas transpirer. C'est mon cas. Moi, j'ai un véhicule électrique parce que je ne peux pas transpirer en faisant du vélo. Il faut que je reste digne et propre en toutes circonstances. Bref, il y a des vrais choix politiques qui sont à faire là et qui vont être faits. C'est ça qui est intéressant dans les prochaines semaines, parce que la loi, maintenant, elle nous a rattrapés. On a été précurseurs parce que le territoire, on a fait partie de ceux qui ont négocié les vignettes critères. On a été le premier territoire en France à faire la négociation d'un protocole de gestion des pics de pollution entre 2014 et 2016. Donc on a à la fois pesé pour changer la loi nationale, fait des choses ici en local, fait des choses sur l'air intérieur aussi. Mais là, il y a des choix qui vont devoir être faits très rapidement sur un enjeu qui est, pour moi, aussi gros que celui de l'amiante. L'amiante, ça a fini en procès pour inaction des élus parce qu'ils savaient et ils n'ont pas agi. Là, on parle de 50 000 morts à l'échelle du pays, avec une corrélation directe entre des politiques publiques et un effet sur la santé.
Donc, moi, la question, elle est simple. Je pense que la justice climatique, la justice sur la pollution va arriver. On s'est engagé dedans, nous. On a été avec Grande-Synthe, on a attaqué le gouvernement et on a gagné devant le Conseil d'État. On a attaqué Total avec des villages de l'Aude qui subissent des inondations. On a attaqué, là, le fonds d'intermodalité qui subventionne le trafic des poids lourds dans le tunnel du Fréjus grâce aux bénéfices du tunnel de Chamonix, alors que ces sous est censé normalement faire du report modal de marchandises. Je pense que bientôt, on se fera attaquer, nous élus, parce qu'on n'a pas agi sur la pollution de l'air et qu'on savait et que, en fait, c'est compliqué d'assumer de ne pas agir quand on saura, quand on sait. Donc, il y a des choix très clairs à faire là-dessus. Voilà. Et donc ça passe par quel degré d'impôt. Les impôts locaux, vos impôts locaux, ils ont baissé. La taxe d'habitation a été supprimée. C'est 20 milliards qui ont disparu des caisses des collectivités publiques, avec 12 milliards pour 80% de la population et presque 8 milliards pour les 20% les plus riches. Donc là aussi, sur le qui finance, je veux dire en termes d'inégalité sociale, qui subit la pollution aujourd'hui, qui est en capacité d'agir pour compenser ces problèmes de pollution de l'air, c'est sûr que c'est pas la même chose si vous faites du sport, si vous pratiquez, vous allez en montagne, si vous allez en vacances ou si vous restez enfermé chez vous en bord d'A480, par exemple. Donc il y a une distorsion sociale sur la pollution, comme on l'a vu d'ailleurs sur le Covid. Et donc la question de qui paye et qui subit, c'est une vraie question, un vrai débat de société dans lequel on a tous notre parole à prendre. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Alors, on a une bonne nouvelle pour ceux qui avaient une question et qui n'ont pas réussi à la poser, c'est qu'a priori, nos intervenants sont prêts à rester, voire à rester boire des coups là-haut et trinquer avec vous en parlant qualité de l'air. Et donc, on voulait terminer cette séance avec 3 minutes sur on a pensé, comment est-ce qu'on peut agir. Et je laisse la parole à Delphine de l'équipe Capitale Verte. Donc, bonsoir, Delphine Astier de l'agence Capitale Verte. Donc vous savez, l'année Capitale Verte, ça va être une année remplie d'événements avec plus de 600 événements prévus. L'objectif, c'est d'accélérer et d'amplifier les transitions. Et comme disait Hélène tout à l'heure, le mantra, c'est je pense donc j'agis, je rêve donc j'agis. Alors pour agir, il y a une plateforme qui a été créée avec des défis qui sont proposés collectivement ou individuellement. Et ces défis, ils ont été co-construits avec tous les partenaires de Capitale Verte, c'est-à-dire la ville, la métro et le département. Et il y en a 54 de défis. Et donc, sur le thème de la qualité de l'air, je vais vous les citer. Les 4, on en a beaucoup parlé de certains, notamment le premier, c'est bois sec, poêle performant. Je me chauffe au bois sans polluer. Le deuxième, on en a un petit peu moins parlé, c'est des camions pleins, optimisons les livraisons. Donc de grouper les livraisons, de favoriser les points relais, par exemple, plutôt que les livraisons à domicile. Troisième défi, je limite les émissions liées à mes déplacements. Donc c'est tout ce qui a à voir avec la mobilité. Et le quatrième défi concerne l'air intérieur, air sain, donc aérer, mesurer la qualité de l'air, acheter des produits labellisés, etc. Donc, vous avez des petits fascicules comme ceci à l'entrée là-bas, un petit peu, j'en ai d'autres s'il n'y en a pas assez. Et donc, sur la plateforme greengrenoble.eu, vous pouvez, en tant qu'association, individu, entreprise ou citoyen, proposer de labelliser un défi. Et donc pour cela, on vous aide aussi à travers un catalogue de ressources qui a été co-construit aussi avec les différents partenaires et dans lesquels vous avez des ressources, des acteurs, des liens, des possibles techniciens qui peuvent vous accompagner. Donc nous vous attendons nombreux pour répondre et vous mobiliser sur ces défis dans cette année exceptionnelle. Merci beaucoup. Et si vous en voulez encore, il y a toute une série de flyers qui sont aussi ici, avec toute la présentation de différents dispositifs qui ont été présentés ce soir. Merci beaucoup. Je pense qu'on peut encore applaudir les intervenants et merci à vous d'être venus.